Internet. Bonjour et désolé pour ce bruit absolument involontaire, bien sûr, de Nodus, mon amoureux, qui se mouche en arrière-plan. Est-ce que ça fonctionne? Oui, moi je crois. Je crois, vous nous entendez. J'espère. Tu peux dire bonsoir Internet. Bonsoir Internet. Mais moi j'entends rien du coup, donc ça. Non, mais c'est pas nous qui allons. C'est le chat qui fait un G-son. Est-ce que j'ai un casque? Non. Ça me saoule d'avoir des casques. Après, j'ai chaud aux oreilles. C'est vrai. Ouais. Et en plus, honnêtement, toi, on t'entend, mais tu crachotes quand tu bouges. Bah alors, qu'est-ce que c'est que cette... Moi ou Mimi? Moi, je pense. Nodus, il sait. Alors, on est dans rebrancher le micro. Ouais. Oui. Tu peux me dire que je vais faire ça. Ça va, David Guetta, là. Est-ce que c'est mieux? Ah, je suis désolée, c'est un petit peu chaotique, voilà. Mais c'est pas grave. On entend bien Vesper, on t'entend bien aussi. Merci beaucoup, Ezoc. On entend toujours bien. Toujours. Parfait. Eh ben, merci. Et merci, Nodus, pour cette solution technique à un problème insoluble. Bonjour, Birdseye, General Cream, Delphine, Mr. Pink, Neko Jitaka qui fait des super œuvres d'art. Allez la suivre sur Instagram. Vénérobis, Guy Rejoint Rapide. Et merci, Nodus, pour le 17e mois d'abonnement, ainsi que son soutien technique. Oui, bien et sûr. émotionnel à cette émission, ainsi qu'à ma vie. Il y a General Cream que je connais en vrai, donc qui me call out déjà en disant on l'entend sans le micro. Voilà. Dites-nous au niveau des niveaux de son, on est peut-être un peu plus enthousiaste que quand j'ai fait les tests son, c'est-à-dire j'ai branché les micros, ça marche. Si c'est trop fort, on baissera un petit peu. C'est moi qui ai fait tomber mes claquettes Nike. Parce que sinon, j'ai chaud. Bref. Bien sûr, Neko, je te sauce à chaque fois que tu passes car tu as du talent. Vesper, bonjour. Oui, bonjour Mimi. Bienvenue sur cette chaîne. Est-ce que c'est la première fois qu'on arrive enfin? Non, c'est la deuxième fois. Ah quand même, je me disais. Tu m'as invité pour Barbenheimer. Ah oui, mais oui, c'était et je peux dire qu'on était drippés. On était stylés, on s'était habillés, un peu Barbie, plus qu'Oppenheimer, parce que bon, c'était en juillet-août. En Oppenheimer, ouais, juillet l'année dernière. On n'avait pas envie de mettre un grand manteau et un grand chapeau. Et non, assez peu. Et non. Hein. Et entre-temps, on a eu une dissolution de gouvernement. C'est fou comme le temps passe. On a eu beaucoup de choses en un an, ma foi. Mais nous sommes de retour, toujours sur la même chaîne, pour parler de trucs de nerd. Aujourd'hui, une série télé, et non pas deux films. Vesper, est-ce que tu peux te représenter pour celles et ceux qui n'étaient pas là pour notre délicieux échange sur Barbenheimer? Oui, évidemment. Je suis stressée, il y a Momo qui arrive. Oui, il y a Momo et Vesper faire attaquer par Momo. Elle va pas attaquer, mais elle veut être là, mais t'inquiète, je la gère. Donc oui, effectivement, je suis chroniqueuse pop culture, on va dire ça comme ça. J'avais une chaîne YouTube qui n'a pas été alimentée depuis la nuit des temps, et voilà, je pense qu'on peut dire officiellement qu'elle a abandon. Vous l'aurez entendu ici en premier. Oui, c'est officiel, la dissolution. non. Elle est là, pour les souvenirs. Elle est toujours là, bien sûr. Abonnez-vous, ça coûte rien. Bon. Oui, ça vaut pas grand-chose, mais... Et si un jour peut-être tu reprends, je serai contente d'avoir tous les abos. Ouais, si, abonnez-vous à la chaîne Twitch quand j'aurai le motif de refaire des live Twitch, ce sera plus sympa. Bien sûr, je te fais un SO, c'est Wonder Vesper, comme d'hab. Oui. Et du coup, oui, je participe à aussi beaucoup de podcasts. Je fais notamment partie de l'équipe de Shitlist, qui parle, du coup, comme son nom l'indique, de jeux de films pas forcément très bons, mais pas que. Il y a un peu de tout, et je vais là où on me tend un micro principalement. Donc comme ce soir, avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de te tendre un micro. Mais c'est gentil. Et ma foi, pourquoi t'inviter pour parler de The Penguin, une série dans l'univers de The Batman, puisque c'est de ça qu'on va parler ce soir, au cas où vous auriez vraiment pas lu le titre de ce contenu avant de cliquer, vous êtes là, je sais pas, je vais cliquer. On va parler de The Penguin, une nouvelle série HBO. On peut dire que t'es un peu comics, un peu DC. Je suis pas ultra comics, mais je suis un peu Batman, on va dire ça comme ça. Mais j'ai mis d'ailleurs... pour ceux qui sont sur le chat, vous ne verrez pas que le podcast. Ou sur YouTube. Ou sur YouTube, bienvenue. Je porte un t-shirt de l'homme masqué, du Riddler, qui date d'une Japan Expo de 2013. C'est dire à quel point je l'ai vraiment sorti pour toi. Et pour le chat, alors profitez, je ne vais pas le remettre toutes les semaines car j'aurai la flemme de laver toutes les semaines. Mais il faut le garder un peu mint, tu vois, un peu pristine. Mais non, mais c'est... Voilà. Donc, ce t-shirt m'a été offert par Monsieur Poulpe et Davy Mourier, c'est dire à quel point ça a un peu mal vécu. Mal vieilli. Mais tu sais quoi, c'était
à l'époque de Monsieur Poulpe et David Mourier, et ça a du coup plus de 10 ans. Oui, 2013. Je crois que 2012-2013. Ouais. Et on se tape encore The Riddler dans les films Batman. C'est vrai. Comme quoi, la vie est un éternel recommencement. Et l'univers de Batman aussi. On n'a pas eu beaucoup de séries dans l'univers de Batman, comparé à Marvel, qui a beaucoup multiplié bien sûr les séries dans son cinématique univers avec plus ou moins de succès, on va dire. Momo, ça va? Oui, maman. On est là. Momo. On aimerait être respecté, voilà, c'est bon. T'as bien snuff. Merci. Oui, après on parle de séries live action parce qu'évidemment des dessins animés on en a eu à l'appel. On en parlera je pense tout à l'heure, mais on a encore été gâtés cet été avec Batman de Cape Crusader. Yes. J'ai pas regardé, mais ça me tente plus que pas mal de contenu comics. Pas eu le temps de regarder avant et du coup j'ai regardé une bonne partie ce week-end pour ce soir, tu vois. Quel professionnalisme. Quel besoin d'une excuse peut-être pour binger une nouvelle série Batman. We might never know. Non, mais il y avait plein de choses à faire. Non, mais là en plus. Déjà là, se refader les 3 heures que j'adore de The Batman plus l'heure de The Penguin, c'était déjà une grosse soirée. Ça fait beaucoup de Batman pour une seule personne. Pour merci. Mon petit cerveau. Du temps que tu alloues à ce contenu qui commence à peine. Car on est là pour 8 semaines. On va vous faire des débriefs de chaque épisode de The Penguin saison 1. À voir s'il y aura d'autres saisons sur HBO, sur Max, bien sûr, en France. On sera là toutes les semaines sur cette chaîne Twitch. Et puis ensuite en replay, en podcast et sur YouTube. Donc, restez avec nous. Avant de nous lancer dans The Batman et son univers étendu avec The Penguin, je dois dire un immense merci à Vesper parce que regardez le cadeau qu'elle m'a fait. Elle m'a offert ce bouquin qui vient de sortir, qui s'appelle Sur l'île de Lost, la foi en la narration, qui est du coup une analyse et un essai sur Lost par Flavien Stirnerman. Je vais la refaire. C'est un essai sur la série Lost et la narration par Flavien Stirneman. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas, je suis alsacienne, vraiment, genre Stirneman. Ça devrait pas être dur, oui. Non, normalement je l'ai. Qui a l'air passionnant et qui sort bien sûr à l'occasion des 20 ans de Lost. C'était avant-hier, si je ne dis pas de bêtises. Et bien sûr, vous le savez si vous avez suivi un peu mes réseaux et ma vie, déjà j'adore Lost. Et Lost est revenu sur Netflix il y a un mois, sur Netflix France en intégralité. Et du coup, je vais débriefer Lost saison par saison, pas épisode par épisode, parce que ça fait beaucoup, 25 épisodes de 40 minutes par saison. C'est la télé d'avant, vous savez, Lost, on n'était pas sur 8 épisodes comme The Penguin, ça glisse tout seul. Non, on avait le temps de faire beaucoup de choses. Du coup, on va vous faire des débriefs saison par saison avec Charlie Danger et ça commence demain. Donc j'ai dit à Vesper, et je m'y tiendrai, que j'aurais fini ce livre demain, avant le live, pour être vraiment à jour de fou sur Lost. I can do it. Voilà, je crois en moi. J'ai beaucoup de choses à lire en ce moment. Je crois en toi, mais t'es pas obligé, mais je crois en toi. Je vais y arriver. On va vous parler de The Penguin, saison 1, épisode 1, dans un premier temps, sans spoiler. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas encore à jour. Peut-être que vous hésitez à vous lancer de « Ah, est-ce que j'ai envie de regarder cette série ?» On va vous en causer sans spoiler, et ensuite, on vous fera une bonne petite annonce pour que vous partiez, si vous ne voulez pas qu'on vous spoil. Et on rentrera un peu dans le dur de l'épisode, mais je pense qu'on va avoir pas mal de choses à se dire déjà sans spoiler, parce que on va parler un peu de tout le contexte qui entoure cette série. Merci beaucoup avant ça à J'ai failli rater, Guiroge qui s'est abonné, merci pour le sub. Et alors on a une question, pour très bonne transition, merci de Justin. Est-ce qu'il fallait remater The Batman? J'ai pas fait les devoirs. À ton avis, est-ce qu'il faut avoir vu et ou avoir revu The Batman avant The Penguin, ou est-ce qu'on peut s'y lancer sans avoir vu la dernière itération par Matt Reeves? C'est quand même mieux, je trouve, car la série se déroule une semaine après la fin du film. Oui. C'est vraiment la suite directe, et je trouve que le petit résumé qu'il y a au début du pilote est quand même assez succinct. Bon, tu comprends quand même ce qui se passe, faut pas dire non plus que ça nécessite des capacités intellectuelles incroyables, voilà. Mais c'est quand même plus sympa, je trouve, d'avoir revu de Batman avant, pour au moins avoir le début des arcanes des jeux de pouvoir un peu qui vont qui sont les Falcons, qui sont les marronniers, et puis qu'est-ce que c'est que cette histoire de Gotham qui semble à moitié inondée. Exactement. Eh bien ça, c'est la fin du film The Batman. Tu as déjà teasé que tu avais visiblement tu as un avis très positif sur The Batman de Matt Reeves. C'est dans toutes les itérations qu'il y a eu de Batman, c'est la plus récente au cinéma, puisqu'elle est incarnée par Robert Pattinson, que personnellement j'adore, et qui fait des choix de plus en plus intéressants dans sa carrière. J'ai envie qu'il ne s'arrête jamais d'être zinzou. C'est un film qui a bien marché, je crois. Et qu'est-ce que t'en penses
dans la lignée de tous les Batman qu'on a eu sur le grand écran principalement. Et bah écoute, non, j'ai vraiment... Le seul problème, c'est arrêter de faire des films de 3 heures, je vous en supplie. 2h55 quand même. J'ai dit à mon mec, ça dit on revoit The Batman avant Penguin, il m'a dit grave chaud et tout, on l'a vu ensemble au ciné. Après il a vu le runtime, il a dit grave pas chaud. Ah voilà, lui aussi, comme moi, quand il s'est dit, ça fait 3 heures de film plus 1 heure d'épisode. Oui, il a calculé dans sa tête, il a dit je pourrais jouer à Satisfactory à la place et faire des tapis roulants, je vais faire des tapis roulants. Donc non, en vrai, mis à part ça, j'avais beaucoup aimé la vision, on va dire, de Matt Reeves. J'aime beaucoup ce qui a été fait du personnage enfin à la fois de Bruce Wayne et du personnage de Batman dans le film. Le fait de le faire débuter, il est assez tôt dans sa carrière de Batman. On t'explique que ça fait 2 ans qu'il fait ça. Donc déjà, ça peut à la fois, montrer des choses un peu plus différentes. On voit qu'il n'est pas encore 100% affirmé sur plein de choses. Il n'est pas encore aguerri. Enfin, il y a des moments où il y a une scène où il y a une course-poursuite et il part, il se casse la gueule. Enfin, voilà, il y a des trucs, c'est quand même assez chouette à voir. Il n'est pas... invulnérable. Voilà, exactement. Et puis, il y a le côté qui était très... un peu la punchline de quand il est sorti en disant c'est Batman émo parce qu'il écoute du Kurt Cobain et qu'il a du liner. Oui. Quand est-ce que Batman n'a pas été émo? C'est le mec habillé en noir qui se perche sur des gargouilles gothiques la nuit et qui regarde la ville en disant « Je suis en deuil. Depuis maintenant 28 ans. Qu'est-ce que j'ai fait à ce sujet ?» Tabasser des gens qui ont probablement besoin d'aide pour leur santé mentale. Pas une thérapie. Non, clairement. Ou alors une thérapie à la Arkham Asylum qui visiblement, petit teaser de l'épisode, bon, c'est pas très réhabilitant comme thérapie. Pas très. Et donc c'est vrai que j'avais beaucoup aimé ce qui était montré là. Je trouvais que... d'ailleurs, n'oublions pas qu'à un moment, Robert Pattinson dit quand même « T'es pas mon père !» qui est quand même assez drôle. On signe, évidemment, on signe pour ça. Sinon, il dit ça en 10 Serkis en plus. Attends, je reviens dans 2 secondes, désolé, il y a mon chat qui est en train de taper dans les cacahuètes. Ah oui, voilà, le chat. Et sinon, en vrai, j'ai beaucoup aimé Zoé Kravitz en Catwoman. Je trouvais qu'elle était vraiment incroyable. Ça lui allait à merveille. Et ouais, la photographie est superbe dans le film. Il y a vraiment des moments... Des moments magnifiques, donc voilà, j'aimais beaucoup l'ambiance, j'aimais beaucoup ce qui a été fait, donc oui, des fois ça se regarde un peu, mais c'est pas plus mal et ça fait du bien, voilà, donc c'était assez chouette. On reviendra évidemment sur le traitement à la fois du pingouin, du rôle de Colin Farrell, je pense un peu après, mais ouais. Est-ce que tu as parlé de la Catwoman de Zoé Kravitz? Oui, j'ai parlé vite fait de Zoé Kravitz, mais oui, je la stan, elle est faite pour ça. On stan Zoé Kravitz, c'est effectivement, tu la vois sur sa moto habillée tout en noir, t'es là, ouais. Bah oui. Mais comme Michelle Pfeiffer, alors qu'elle se ressemble pas du tout, il y avait un côté, dans les vieux films, désolé. Oh là, je vais nous dater, mais on est ensemble, hein, vraiment. Dans les films précédents. Non, mais en vrai, c'est des vieux films maintenant, tu vois. Désolé. C'est dur. Les zoomers 92. Ouais. Ça veut dire qu'on est vieille sinon. Et on n'est pas vieille, nous. Alors toi, je sais pas, moi un peu, mais c'est pas grave. On a le même âge. Hein. Oui, non, mais est-ce qu'on se sent vieille? Tu vois, moi, clairement, c'est pas. Je suis pas vieille. Je pense que quand tu dis film Batman à pas mal de gens, ils pensent plus à la saga Dark Knight que au film de Tim Burton. C'est parce que tu traînes pas assez avec des gens plus vieux que toi, c'est pour ça. Moi, c'est ce que je fais. Ça doit être ça, oui. Oui, si je traînais avec des cadras qui ont des t-shirts de la série animée Batman des années 90. No shade. Je pense qu'on parlerait plus de Tim Burton. Quoi, c'était trop précis. Peut-être. Après, j'ai les mêmes, il y a pas de... on est ensemble. Les nerds, les vieux nerds, les jeunes nerds, on est tous ensemble dans l'amour de la nerderie. Écoute, moi j'ai pas aimé le film de Matrix, je l'ai vu au ciné. Non, je me souviens de l'avoir bien aimé, d'avoir, même si c'était 3 heures, pas passé un mauvais moment. Voilà, Pattinson super, Zoé Kravitz super. Une vision de Gotham que j'avais trouvé plus intéressante que dans les films de Nolan. Justement, je trouvais que Gotham était très chiante parce que c'était littéralement juste New York, une ville grise, comme Chicago, Nolan le fait beaucoup. Chicago, je parle pas dans le micro. Très bien, Chicago. Ouais. Voilà, je suis pas très géographie américaine, mais il y avait pas le côté un peu mystique de Gotham qu'il y avait notamment dans les vieux films de Tim Burton. Et ça
pour moi, les Batman de Nolan, ils ont vraiment perdu le côté comique et cartoon. Et j'étais contente de le retrouver un peu, une vision en tout cas artistique plus développée sur les décors et tout. Sur voilà, Batman emo, le fait qu'il soit plus jeune dans sa carrière, comme tu l'as dit, et qu'on s'épargne globalement l'origin story parce que c'est bon. Ouais, le collier de perles, on n'en peut plus quoi. Spoiler, Martha Wayne, tout ça, il meurt. Le saviez-vous? Dans une allée, en sortant du cinéma. Bon. Du théâtre, du cinéma. Voilà. On connaît, donc on peut. C'est comme le Spider-Man de Tom Holland. J'aime, à la limite, en plus d'une vision un peu différente du perso, j'aime bien avoir un rythme un peu différent plutôt que de devoir toujours rebooter le personnage. Mais je dois avouer que je n'ai aucun souvenir de ce film. Je n'avais aucun souvenir de l'intrigue, et y compris du pingouin de Colin Farrell, où j'étais là. Alors, est-ce qu'on le voit 3 minutes ou une demi-heure ou 2 heures sur les 3? Tu vois, aucune idée. Et j'avoue, j'étais partie pour revoir le film. Je t'ai même dit, tiens, moi aussi, je vais faire ça. Je l'ai pas fait. J'ai regardé un résumé du film sur YouTube. Oh là là. Et franchement, pendant tout le résumé, j'étais là. Ah bon? Souvenir de l'intrigue et tout. Mais bon, ça m'a remise un petit peu dans notamment le contexte, puisque comme vous l'avez dit, The Penguin s'ouvre avec Gotham qui est à moitié inondé, et ça vient du film. Mais bon, j'ai bien fait de regarder un résumé et de relire le plot en entier sur Wikipédia, parce que c'est bien d'avoir le contexte, mais ça montre que bon, j'ai pas adhéré autant à cet univers, que je me souviens beaucoup plus de Dark Knight Rises, que j'ai vraiment pas aimé, que de The Batman, où en fait j'ai pas passé un mauvais moment. Parce que t'étais en mardi sexuel aussi. Oui, mais je suis un peu Pattinson sexuelle aussi, et Zoé Kravitz sexuelle. Enfin, si c'était que ça, on a de quoi se rincer l'œil quand même dans la version Matt Reeves. D'ailleurs, on n'en a pas parlé avant de passer à The Penguin, mais du coup, Paul Dano en Riddler était quand même J'adore Paul superbe. Dano, oui. Et je suis très contente que, je vais essayer de dire son nom, désolé, Barry Keoghan, je sais pas comment ça se prononce. Keoghan, je sais. Il est dans le 2, il joue le Joker, il me semble, dans le prochain The Batman. Enfin, où il est dans... Je crois. Bah bref, je crois. Mais voilà, c'est des acteurs que je trouve très intéressants. Ce teasing du Joker m'a tellement... Ah, tu l'as volontairement... le poil, je trouve ça... Enfin, ça, je trouve ça cassé. En fait, je trouve le film super. Et à la fin, on te rappelle bien que ça va s'inscrire dans une franchise et qu'il faut absolument revenir au Joker. Vous connaissez le Joker? Enfin, c'est bon, Joker, on en a assez bouffé. Stop. Oui, c'est d'ailleurs cool d'avoir le Riddler comme méchant. Voilà. Et le Riddler, même si c'est pas si original, c'est un des méchants qui a déjà été qui a été vu au cinéma et tout. Ouais, mais en plus, c'est pas un obscur gars sorti des comics que pas grand monde connaît à part les fans du comics, mais c'est déjà un peu rafraîchissant. Je suis d'accord avec toi, du coup retomber sur le Joker. Ouais, non mais en plus là pour le coup le Riddler, enfin je trouve que Paul Dano a bien la gueule de Vicos nécessaire mais la gueule est inquiétante aussi. Oui, non mais c'est ça. Il est bien sur le fil. Et je trouvais que le film, enfin pour moi j'aimais bien l'idée de quand on dit on va faire un truc un peu plus moderne, gritty, tu vas juste te dire on va un peu plus moderne où il écoute Evanescence. Voilà, personne. Non mais tu t'imagines ce qu'on a eu ces dernières années en disant ils vont juste pas mettre des costumes en lycra et le reste, que là pour moi moderniser c'est aussi se dire ok, le Riddler il a une armée de gars et en fait c'est des incels de 4chan. Oui, carrément. Ça c'est intéressant. Et de se dire ça c'est super, voilà, là c'est moderne. Oui. Mais c'est une bonne utilisation qui est faite et c'est comme ça qu'il arrive à construire son armée d'incels et qu'il arrive à faire fomenter son plan qui fonctionne. Au final il se fait arrêter, mais il arrive quand même à faire sauter les digues et donc à inonder Gotham, ce qui nous mène au début de Penguin. Tout à fait. Qu'est-ce que t'as pensé de ce premier épisode de The Penguin? Donc sans spoiler, est-ce que tu veux tenter de le pitcher ou est-ce que tu veux que je le pitch? Déjà, vas-y. Qu'est-ce que t'as pensé du perso peut-être dans le film? Est-ce que t'avais bien aimé ce Penguin qui était en plus un peu une sensation entre guillemets dans la communication autour du film, puisque c'est Colin Farrell, acteur déjà très talentueux, qui a une très longue carrière derrière lui et qui est absolument méconnaissable, puisque Colin Farrell est, selon une source scientifique, dans le top 3 des hommes les plus baisables du monde environ. Il est extrêmement... tu mets en top 3? Moi, Colin Farrell, après l'accent joue beaucoup, parce que du coup n'est pas là dans The Penguin. Plein de choses qui le rendent très 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 charmant. Pardon, j'ai dit baisable, oh là là, l'objectification. Charmant. Ne sont pas dans The Penguin, mais voilà, c'est un acteur qui non seulement est talentueux, mais qui est considéré comme un très beau mec. Globalement, il est dans les canons de beauté, et il est méconnaissable, puisqu'il est...
caché sous des kilos de latex à la fois sur son visage puisqu'il est censé être couturé de cicatrices, mais aussi sur son corps puisqu'il est en surpoids là où Colin Farrell est quand même très fit. Et puis bien sûr il boite puisque le pingouin est connu pour sa démarche qui rappelle un pingouin. Voilà. C'est un petit peu ça l'idée. Donc il y avait déjà au moment où le film est sorti, Colin Farrell en penguin, à quoi ça va ressembler? Qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, j'étais à la fois contente parce que je suis toujours contente de voir Colin Farrell, de 1, mais de 2, déjà pour la sortie de Batman, je voyais pas l'intérêt de prendre Colin Farrell si c'était pour le mettre dans une fatsuit. Oui. Donc un fatsuit, juste pour le point contexte, c'est en anglais, hein, c'est littéralement costume de graisse. C'est le fait de prendre un acteur ou une actrice qui n'est pas en surpoids ou qui ne l'est pas autant que le personnage et de lui mettre un costume pour le grossir, tout simplement, plutôt que d'embaucher un comédien ou une comédienne qui est dans ces mensurations-là du perso. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, qui est parfois... Qui se fait un peu moins quand même qu'avant. Oui, qui se faisait énormément, mais... Voilà. Dans les années 90-2000, c'était chaud. Ça se fait un peu moins, ça peut dans de rares cas être justifié par le scénario où vraiment on va avoir un personnage qui va, je sais pas, avoir des évolutions de poids de fou et ce serait pas sain pour l'acteur ou l'actrice de le faire, mais c'est marginal. Et encore parce que souvent quand c'est fait comme ça pour te faire une évolution de perso, ça va souvent être la vanne en fait, de se dire oh là là, il déprime, du coup il devient gros. Enfin il y a Ou un bon exemple, c'est dans Friends, Monica dans le passé, le personnage de Monica, quand c'est des flashbacks où elle est censée être grosse, puisque visiblement elle était en surpoids plus jeune, c'est l'actrice dans un costume de femme grosse, et c'est le cas pour Colin Farrell dans The Penguin, il n'y a pas à tortiller autour, donc c'est le cas. C'est vrai que on est toujours sur les mêmes discussions. Alors il y a beaucoup de personnes qui en parlent, personnes concernées qui en parlent. Auront beaucoup mieux que nous, notamment il y a le compte de Gras Politique que je suis qui discute beaucoup de tout ça, qui avait notamment parlé de Whale qui était sorti l'an dernier avec Brendan Fraser qui avait une fatsuit aussi. Bon voilà, donc la parenthèse, donc c'est vrai qu'il y a toujours ce côté un peu fascination du grand public en se disant ah ouais, le maquillage est bien fait, il est méconnaissable. Alors oui, le maquillage est très bien fait. Il est même là dans la série en 4K sur ma télé, tu vois, genre il y a vraiment, je le regardais, je sais que c'est lui, je pas à le voir juste dans les yeux un tout petit peu, mais c'est vrai que est-ce qu'on avait besoin? La réponse est non, mais voilà. Maintenant qu'on a fait cette parenthèse, pour on moi peut c'est parler pas du perso, mais c'est quand même, c'est pas juste une parenthèse, c'est un vrai problème, hein, voilà, c'est un vrai sujet pour moi dans ma façon d'aborder cette incarnation du perso et la série. Je pense qu'on peut arrêter dans une scène clé oui, en plus, du parce pilote, qu'il y a une scène dans le pilote où on voit le personnage dénudé, donc on a vraiment une idée très claire de à quoi ça ressemble, et effectivement c'est techniquement impressionnant, et je pense que toutes les personnes qui ont bossé sur le make-up et les prothèses et tout peuvent être fiers de la qualité de leur travail, mais en termes de message, en termes de choix artistiques, ça va je pas du tout, comprends pas, je vois pas l'intérêt comme toi. Non seulement parce que c'est Colin Farrell avec une morphologie complètement modifiée, mais même parce que, en fait, je me dis, on est clairement dans un personnage mafieux, italo-américain, très classique, qu'on a vu incarné par Danny DeVito, qui est une petite personne ronde avec un charisme incroyable dans les films de Tim Burton, et qui est très lié au personnage du héros des Sopranos qui était joué par James Gandolfini, qui pareil était un mec qui lui-même était en surpoids et dégarni, et ça l'empêchait pas d'être un acteur de talent fou puisqu'il est décédé il y a quelques années. Colin Farrell, au-delà de ne pas avoir la morpho, n'est rien de tout ça. Il n'est pas italo-américain, du coup il a pas son vrai accent, et ça fait partie du travail d'acteur de faire un accent, mais je suis là, en fait il y a aucune case de qui est le pingouin comme personnage dans cette itération où je suis là, ah oui, c'est pour ça qu'on prend Colin Farrell, à part pour le côté spectacle. Et je suis un peu déçue de lui, tu vois, qu'il le fasse. Je suis là, mec, tu prends il fait des rôles intéressants dans sa carrière, il prend des risques, il fait des choses un peu inattendues, et je pense que jouer avec sa physicalité et son attractivité, c'est intéressant. Mais je sais pas, genre, il y a des gars qui ont ce corps-là et qui pourraient et qui peut-être méritent une chance d'avoir en fait. des rôles, de voir des grands rôles, au moins d'être lead de série comme. Qui aurait pu avoir ce rôle qui est un peu secondaire dans le film, et puis peut-être percer et devenir lead d'une série HBO, et ça aurait été cool, quoi. C'est ça, et surtout pour le coup, j'ai perdu le fil de mon. Sorry. On parlait de pourquoi mettre Colin Farrell dans ce rôle au-delà de la physicalité. Oui, c'est ça, et surtout il s'est beaucoup plaint
des heures de maquillage que ça nécessitait. Et t'as juste envie de répondre, fallait pas faire un rôle avec une fatsuit, mon frère. Oui, et alors j'entends que quand il l'accepte pour le film, il se dit pas forcément qu'il y aura une série derrière, mais encore une fois, t'es payé, mon gars, t'as accepté de faire la série, tu vois, c'est un travail. Mais c'est vrai oui, il y avait un petit passage dans les relations presse autour de The Penguin où c'était Colin Farrell parle d'à quel point il était soulagé de pouvoir ranger son fatsuit et son costume et ne pas avoir, il était là en mode répondre le seul truc que je voulais faire c'était ne plus être ce perso, et t'es là. Oui, ça doit être contraignant, il fait chaud, tu suces et ça doit être très bizarre à porter. Mais dans la discussion autour de ce fatsuit, c'est pas vraiment le confort personnel de Colin Farrell. Non, mais c'est ça, c'est un moment à la fin de la journée, tu le retires ton corps. Oui. Tu vois, c'est ça là. C'est comme quand on dit les blackface c'est pas bien et ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à un moment tu retires ton maquillage, donc tu n'as pas les oppressions qui vont avec. Donc voilà, se plaindre en plus de tout ça, bon. Voilà. Un peu après, ça reste un peu fort de café quoi, mais bon. Aussi le vraiment cycle une expression médiatique de personne âgée. Hein. Mais non, on n'est pas vieille, on a dit Vesper. Bien sûr que non, nous sommes fraîches comme la rosée du matin. Oui, grave. Ouais, je suis super fraîche. Et voilà. Voilà, bon, c'était important, je pense, pour nous de parler de cet aspect de ce choix artistique à tous les niveaux, que ça soit côté Matt Reeves, côté casting, côté Colin Farrell et son agent ou son agente qui ont décidé d'y aller. Perso, j'ai pas envie de vivre dans un monde où Danny DeVito ou James Gandolfini n'ont pas de carrière parce qu'on a mis Brad Pitt avec un fatsuit à la place. Et je pense que on est tous et toutes contents que Danny DeVito, par exemple, existe et soit là et vive sa best life. C'est un truc qui, en plus, après, pour moi, il y a un côté vraiment. De mémoire, je pense qu'il avait aussi une fatsuit Danny DeVito dans Batman le Défi. Hein. Je pense que je l'ai pas revu depuis longtemps, je t'avoue. De mémoire, je me rappelle plus exactement la morphologie de Danny DeVito cette année-là, mais ça m'étonnerait pas qu'il en avait une aussi parce que pour en rajouter, tout le monde en avait, oui voilà. Possible, oui. Et comme en plus de toute façon, ce qu'ils aiment bien aussi avec le pingouin, c'est faire le grand nez, ce genre. Il y a d'autres attributs en plus de tout ça qui se rajoutent. Par exemple, un personnage en situation de handicap, et là je trouve que on en parlera, mais en tout cas l'épisode 1 de The Penguin, on voit le handicap qui le fait boiter. Je pense plus en détail que dans les autres itérations qu'il y a eu au cinéma, où c'était dans mon souvenir. Il avait les mains. Oui, c'est vraiment. Il était à moitié pas humain. Il mangeait des poissons crus et tout. C'était vraiment un genre de mutant, quoi. Voilà, quitte à se dire, on va faire une représentation un peu plus moderne et réaliste avec tous les air quotes possibles à réaliste. En vrai, oui, c'est un vrai gars. T'aurais pu éviter. Du coup, t'aurais pu prendre un vrai gars. Voilà. T'aurais pu éviter tout ça. En fait, tu aurais pu faire un pingouin crédible ou en prenant Colin Farrell sans tous ses artifices. Ouais, ça aurait pu être super. Ou avec moins d'artifices si tu voulais vraiment Colin Farrell, ou alors un autre acteur. Et tu peux l'enlaidir ou changer le côté beau gosse de Colin Farrell sans avoir besoin de passer par autant d'artifices. Le côté cicatrice, le fait qu'il boite, c'est des choses qui sont inhérentes au personnage que tu peux garder sans passer par le fatsuit qui est vraiment un peu dépassé et qui, moi, me fait un vrai effet d'un retour en arrière, dans le sens où j'ai l'impression que c'est un des privilèges que les acteurs masculins avaient sur les actrices féminines, qui est que on avait des acteurs qui ressemblent à Danny DeVito, qui ressemblent à James Gandolfini, qui ne sont pas dans les canons de beauté. On avait plus d'exemples d'hommes au physique varié qui se faisaient une place et qui avaient des rôles intéressants et variés et qui étaient respectés pour leur travail. Là où pour les femmes, elles étaient quand même le critère numéro 1. Est-elle bonne ? C'était quand même un critère essentiel pour la quasi-majorité des rôles. Et du coup, voir que pour un rôle masculin, on en revient à on a pris un beau gosse et on l'a mis dans un fatsuit, je suis là... en plus, franchement, en a parlé, quoi. C'est pas un privilège que je veux enlever aux gars de pouvoir avoir des acteurs gros qui jouent des personnages gros. Je veux juste que les actrices grosses aussi elles puissent le faire, quoi. C'est genre non, l'idée c'était pas du coup prenez Colin Farrell, c'était pas le message. Et en plus ça s'était quand même, je trouvais, un peu calmé en vrai les fatsuits, parce que on a, toi et moi, voilà, je vais redire notre âge, on a connu le professeur Folding. Oui. On a connu des choses qu'on aurait préféré. Oui. Ne me demande pas pourquoi j'ai pensé au Dr Dolittle la dernière fois, et après du coup j'ai fait un espèce de de petit voyage dans ma tête, et je me suis dit ah oui, voyage au pays de notre problématique jeunesse. Professeur Folding. Et en plus c'était pas qu'une, c'était la farandole de fansuit, parce qu'il faisait quasi tous les persos. Ouais, et puis c'était une blague à la télé, dans les jeux télé. Non mais voilà, il y avait que ça. Classico, quoi. Donc je te dis, on est quand même revenu de ça un peu. Après il y a The Whale qui fait que si t'as une fatsuit t'as un Oscar.
Ouais, alors je pense que c'est un peu à nuancer dans le sens où donc The Whale, c'est avec Brendan Fraser qui... que j'aime plus que tout. Hein, oui, qui en soi est un acteur qui a été connu au début des années 2000, je crois que c'était La Momie. Fin 90, début 2000, il avait fait La Momie, Georges de la Jungle. Et il a un peu disparu des radars et il a révélé il y a quelques années avoir été... comme beaucoup malheureusement d'acteurs et notamment de jeunes acteurs victimes de violences sexuelles et que visiblement sa carrière s'est arrêtée net en partie parce qu'il a voulu dénoncer ça. Donc c'était aussi un Oscar pour son rôle l'année dernière dans The Whale qui était je pense un peu la petite rédemption. On n'a pas été au niveau avec toi. Hollywood t'as failli. Du coup Hollywood va te donner un Oscar mais effectivement c'était pour un rôle où Brendan Fraser qui pour le coup est un peu moins dans les canons de beauté que Colin Farrell mais qui est loin d'être obèse, il jouait un personnage qui était clairement obèse et du coup les débats sont arrivés. Mais le discours que tu te retrouves avec même toi, l'année dernière je suis allée début d'année l'année dernière je suis allée voir Wonka qui était vraiment super avec Timothée Chalamet et pareil le film début d'année en plus comédie musicale j'en attendais rien parce que qui voulait un préquel de Wonka et au final c'était super mais il y a une vanne à un moment qui sert à rien de c'est qui de Key and Peele du coup voilà qui est flic et à un moment en fait il mange trop de chocolat et la blague c'est qu'en fait après il est gros et que quand il a du mal à monter dans la voiture de police. Mais comme Fat Thor à la fin du Marvel Cinematic Universe, Thor il est en dépression, du coup il est gros et c'est un peu drôle qu'il soit gros et c'est vraiment Chris Hemsworth dans un fatsuit. Oui. Donc voilà. Est-ce qu'on n'en a pas fini avec les fatsuits Non, pas avec le sujet. Non, mais taisons-nous, mais changeons de. Avec les fatsuits en tout cas à Hollywood, on aimerait bien. Ouais. On n'y est pas apparemment encore. Non, du coup, apparemment non. On va aborder The Penguin en ayant ça en tête. Et on a Alice sur le chat qui nous dit bien d'accord, d'autant que Colin Farrell a fait de gros yo-yo de poids et qu'il a fallu refaire 3 fois les prothèses. Alors écoute, je savais pas, je te fais confiance, j'espère que cette info est sourcée. Ça rend le truc d'autant plus absurde, mais c'est sûr qu'une fois que tu t'engages avec... C'est Colin Farrell qui va jouer ce perso, non pas peut-être 40 minutes dans le film, mais pendant 8 épisodes où il va être la star. Bah oui, j'imagine que sa vie personnelle et sa morpho personnelle peuvent rendre la chose plus compliquée. Merci beaucoup, Camouflage Caca. Incroyable hâte, comme d'habitude, pour ce 25e mois d'abonnement. J'ai beaucoup de bons hâtes. J'ai Gwinaman, lesbienne bretonne, qui pour l'instant a toujours le pompon du meilleur hâte, mais Camouflage Caca n'est pas loin derrière. Ok. Est-ce que tu veux essayer de pitcher qu'est-ce qui se passe dans ce premier épisode de The Penguin sans spoiler voilà. Oui, on peut. Je peux faire ça. Je peux faire ça vite fait. Attends, je reprends mes petites notes. Donc qui me permet d'admirer ton fond d'écran Astarion, bien sûr, de Baldur's Gate. Chut. On ne dit rien. Donc The Penguin démarre donc une semaine après la fin de The Batman et on n'en a pas parlé, mais dans The Batman, en fait, on comprend que The Penguin est le pingouin, voilà, en français. Oui. S'appelle, j'ai noté son vrai nom, Oswald Cobb, et les gens l'appellent Oz. Oui, voilà. Exactement. C'est son nom entier, c'est Cobblepot. Et après ils font non, mais en fait on a réduit le nom pour que ce soit plus cool. Ça c'est l'histoire de l'immigration. Je vois pas en quoi c'est. Enfin non, mais c'est. Je pense que ça fait moins cartoon. Enfin ça fait moins comics quoi. On est sur une série qui a un peu le cul entre deux chaises, je trouve. On assume d'être dans l'univers Batman et de venir d'un cartoon et d'être un peu du coup déjanté. Et on veut faire un truc un peu mafia, réaliste, en mode Soprano quoi. C'est ça. Et effectivement, donc le pingouin est le bras droit de Carmine Falcone. J'ai le droit, je suis italienne. Et je vais pas le tenter, car comme Colin Farrell, pas du tout italienne. Et donc, voilà, il est le bras droit de Carmine Falcone. Carmine Falcone, à un moment, et lui-même était l'associé de Thomas Wayne. Enfin, voilà, revoyez le film. Il y a des nannies et des nanas. Mais Carmine Falcone, c'est un mafia boss. Exactement. Et donc, voilà, le pingouin était son bras droit. Carmine Falcone se fait tuer. D'ailleurs, je sais, oui, je veux dire, est-ce qu'on spoil un peu les gens de... Enfin, on apprend qu'en fait, c'est le père de Catwoman. Oui, tu vois, j'avais oublié ça. Voilà. C'était pas dans le résumé que j'ai regardé. Ou peut-être ça y était, ça m'a pas marqué. Donc elle voulait le tuer, au final, elle ne le tue pas. Et en fait, quand il se fait... exactement, parce que Batman lui apprend ça.
Il lui dit tu as déjà assez payé, il ne faut pas que tu payes plus. Tu pourrais le rendre paraplégique à vie, ce serait pire pour lui. Je vais pas prendre. Quelle horreur. Et donc ouais, et du coup, en fait, quand il sort dehors et qu'il se fait arrêter, en fait, il se fait tuer par le Riddler. Donc au final, voilà, il est mort. Et on t'explique que forcément, toute la pègre de Gotham va chercher à prendre le pouvoir, tout simplement. Qu'à la fin, donc, les fameuses inondations provoquées par les attentats, les explosions du Riddler, donc on fait péter les digues de Gotham, et que la ville est sous loi martiale. Donc c'est le couvre-feu chez nous, quoi. Non, l'état d'urgence plus. Voilà. Je pense qu'ils ont des attestations pour sortir acheter du pain. Pas de politique dans mon Batman. Et donc voilà, c'est le dawa, et on démarre là-dessus où on comprend que donc Alberto Falcone, le fils de Carmine Falcone, donc remplace son père. C'est son héritier tout désigné puisque c'est le fils d'eux. Exactement. Mais il est un peu fracasse-lande, quoi. Ouais, c'est une petite frappe. Oui. Donc il y a un vide de pouvoir. Exactement. Tu sens qu'il boit beaucoup et qu'il est instable. C'est un Nepo baby, quoi. Non, mais c'est ça. Oui. Il vient pas de la rue, tu vois. Il s'est pas fait tout seul. Il a de la street. Non, pas il trop. a pas fait l'école de la rue. Et donc il se trouve, en fait là le résumé, on spoil, comment on fait, on spoil? Alors non, on spoil pas, mais c'est en gros c'est le pitch de l'épisode et donc de la série. Ouais, le Gotham est sous loi martiale et à moitié inondé. Il y a un des chefs d'une des familles de la pègre pour raconter qui parce que est décédé. C'est le début de l'épisode. Ça c'est bon. Voilà, c'est tout début de l'épisode. En vrai, le pingouin donc le retrouve évidemment et essaie de voir s'il peut pas avoir sa part du gâteau. Et le fait est qu'il le tue. Il tue le fils et donc l'héritier présumé. Il s'est moqué de lui et comme c'est un homme blanc susceptible, un peu sanguin, et un peu sanguin. Non, j'ai pas le droit de faire ça. Et du coup, il le tue. Et voilà. Mais en gros, si on veut rester dans le non spoiler, en fait, l'idée c'est qui va prendre et les luttes de pouvoir, évidemment, la là-dessus tête de la Falcone. Voilà, de la pègre de Gotham. Et c'est pour moi dans ma tête et je pense dans la tête de beaucoup de gens, le pingouin c'est un chef de la pègre, donc c'est un peu un préquel dans le sens où on voit qu'il n'est pas encore numéro uno en tout cas de sa famille criminelle à lui et que il est prêt à beaucoup de choses et à jouer beaucoup des coudes pour y arriver parce qu'il pense pouvoir faire un meilleur travail que le fils d'eux. C'est un peu Game of Thrones ou Succession finalement, mais avec Colin Farrell qui cabotine un petit peu. Je pense que c'est le maître mot. Oui. Je pense que c'est cabotine. Et je pense, alors il y a dans les personnages importants qui je pense vont rester là au fil de la saison, il y a un associé inattendu du pingouin qui est un jeune homme qui essaye de braquer les jantes de sa caisse et le pingouin lui dit en gros violette prune. Ouais, prune, oui, c'est vrai qu'il Maserati prune avec jante gold. Ouais. Le bon goût là. Mais ça, tu vois, j'aime bien. C'est Gotham City, fuck it, let's go. Tu vois, c'est un comics au bout d'un moment. Mais le pire, c'est que quand on voit la bagnole la première fois, je me suis dit, elle est vraiment incroyable cette bagnole. Et en fait, ça a un intérêt dans la narration et je trouvais ça encore plus beau. Oui, parce que je me suis dit, elle est quand même très reconnaissable. Ouais. Et dans l'épisode, il y a quelqu'un qui le reconnaît parce qu'en fait, c'est une Maserati très reconnaissable. C'est une Maserati prune avec des jantes dorées. Ouais. Mais bon, il y a un jeune homme qui s'appelle Victor Aguilar qui lui vient d'un des quartiers pauvres qui ont été inondés et donc est obligé d'essayer de trouver de quoi subvenir à ses besoins puisqu'il est sans abri, qui se fait coincer par le pingouin pendant qu'il est en train d'essayer de braquer du coup sa caisse et le pingouin du coup en le menaçant bien sûr de le tuer et de tuer toute sa famille l'oblige à devenir pas son bras droit, c'est peut-être un grand mot, mais son homme à tout faire. Ouais, au final, il l'oblige pas, il dit juste maintenant t'as fini ton rôle, je vais te tuer. Et c'est le jeune qui lui dit je peux te rendre. Je peux t'être utile. Non, mais c'est un peu obligé ça. Ouais. Si la personne elle meurt, si elle le fait pas, c'est un peu obligé par contre, Vesper. Il l'oblige pas, il lui dit juste je vais te tuer. Et le gars lui dit sauf si je continue à bosser pour toi. Bon. Le droit du travail. Je préfère voir le verre à moitié plein et toi tu le vois à moitié vide. Après, c'est non mais pas c'est mon ça, droit. Tu vois, je suis négative. Il est là, il aide un petit jeune qui n'en veut, qui a sort de la rue. Voilà, qui traverse la rue en kayak, même si elle est inondée, pour aller braquer une Maserati. Bon, Ezok nous dit mourir est un choix, mais Ezok est suisse, donc probablement de droite. Voilà. On est sur un choix peu éclairé, mais donc voilà, ce jeune homme qui s'appelle Victor va, je pense, accompagner le pingouin pendant un moment, parce qu'il faut bien qu'il ait
quelqu'un avec qui rebondir pour que ça soit une série intéressante. Oui. Et justement, on en parlait tout à l'heure, j'ai regardé aussi ce week-end Agatha All Along, et qui a le même pitch de départ, façon de parler, où Agatha est suivie par un petit jeune, et c'est lui un peu le déclencheur de tout le reste. Donc en fait, c'était voilà, pour moi les deux sidekicks qui se rajoutaient, deux petits jeunes qui font découvrir... jeunes un peu racisés qui maîtrisent les réseaux sociaux. Exactement. Yes. Mais oui. Agatha All Along, qui est une nouvelle série Marvel, spin-off de WandaVision, Exactement. qui était elle-même une série sur Wanda Maximoff. J'ai plus la patience, moi, pour ça. Mais il y a des sorcières, et donc il y a Catherine, Anne et Aubrey Plaza. Non, ça j'aime bien. Mais comme j'aime bien Colin Farrell, tu vois. Oui. Et j'aime bien. Sinon, on serait pas là, je pense. Ouais. En vrai. Franchement. Ouais, on va pas se mentir. Si, quand même. En fait, moi, je regarde The Penguin parce que c'est la série du dimanche soir sur HBO. Et généralement, quand HBO dit ça, c'est notre série du dimanche soir, c'est que c'est intéressant à minima. Voilà, Kali, en tout cas. C'est peut-être pas mon truc, genre White Lotus, je suis toujours perplexe sur pourquoi ça marche. Je n'ai toujours pas regardé. J'ai vu les 2 saisons, y a pas de souci. Et j'étais quand même en mode... Alors moi, I don't get it. Et je vais regarder la 3e et je vais être là... Je comprends toujours pas. Attention, bold statement, je n'aime pas les riches. Et du coup, les séries de problèmes de riches, je peux pas. Après, c'est vraiment une... Donc White Lotus, c'est vraiment une série sur les riches. Ils sont nuls à chier, tu vois. C'est comme Glass Onion ou Knives Out. Ouais, ok. C'est pas les riches, ils sont tristes. C'est regarder à quel point ils ont l'audace d'avoir des problèmes de merde, alors que leur vie elle va très bien, tu vois. C'est un peu. Et en plus il y a des meurtres. Alors. J'ai toujours pas vu Succession à cause de ça. Moi aussi, je pensais que Succession c'était des problèmes de riches. Et je te jure que c'est beaucoup plus que ça. C'est des problèmes de riches, mais aussi du Shakespeare. Et aussi de très bons dialogues. Ouais, mais c'est quand même aussi des problèmes de riches. Oui. Bref. Très bien. Du coup, voilà, moi, c'est ce qui fait que j'ai décidé de regarder The Penguin et même de te proposer d'en faire des débriefs, donc de m'investir un petit peu de façon professionnelle. C'est que c'est bien sûr déjà une licence Batman et que ça reste un avantage qui fait qu'il y a plus de gens qui vont regarder par curiosité parce que c'est le Pingouin que c'était juste une nouvelle série de mafieux un peu random. Et parce que The Batman a bien marché aussi, parce qu'il y a The Batman 2 qui sort en 2026, donc il y a toute une chronologie des médias, un univers étendu. Énième tentative de DC Comics pour réussir à avoir un univers étendu qui marche, ce sera peut-être la bonne, mais c'est pas parce qu'il y a Colin Farrell, puisque comme je l'ai dit, même si j'adore Colin Farrell, le fait qu'il soit dans ce rôle-là, pour moi, ça te bloque un peu. Plus un défaut qu'une qualité. Par contre, j'adore Christine Milioti, qui est l'actrice principale pour l'instant de cette série, en tout cas la seule femme qui a un peu d'importance. Là, ça va, c'est pas trop du spoil, on peut dire c'est la sœur du coup du défunt. C'est la fille. Enfant Falcon. Voilà, c'est la fille du chef de la pègre décédé. Et il se trouve qu'elle était jusqu'ici internée à l'asile d'Arkham pour meurtre au pluriel, je pense, si j'ai bien compris. Ainsi qu'une forme de sociopathie, torture diverse. Voilà, quand tu vas à Arkham, a priori, c'est pas la forme et tu vas pas en sortir plus en forme. C'est pas les rois de la réinsertion. Hein. Non, très peu. Très peu. On est sur une vision de la santé mentale un peu aggro, je dirais, un peu agressive. Et du coup, elle est tout juste fraîchement réhabilitée officiellement d'Arkham et elle se demande déjà, où est son frère et deux... qu'est-ce qu'on fait de cette famille de la pègre ? Donc, même si le Pingouin élimine la menace la plus évidente qui est le fils d'eux, eh bien, il n'avait pas prévu que la fille d'eux allait sortir et que elle est flippante. Oui. Et l'actrice est formidable. Vraiment, elle a des grands yeux. Elle parle dans tous les sens, dans tous les cas. Dans tous ses rôles, elle a quand même. Oui, c'est comme Anya Taylor-Joy. Elle a ce physique assez. Incontournable, c'est la Mother dans How I Met Your Mother, souvenez-vous, la Mother jusqu'à ce que à la fin c'est toujours la Mother. Oui, ça reste la mère. Biologiquement, oui, c'est la mère, voilà. Spoiler How I Met, désolé, mais ça commence à dater un petit peu. Je crois que c'est elle. Est-ce que c'est elle qui était avec oui, c'était j'aimais bien dedans. Que je confonds souvent du coup avec Aubrey Plaza dans ma tête, mais voilà, c'est une actrice qui a une carrière déjà qui, quand elle veut, elle a le regard un peu qui peut être inquiétant. Voilà. Je pense que la plupart des gens ils la voient, ils font ah oui, je l'ai déjà vue. Mais c'est pas encore elle est pas au niveau de 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 Colin Farrell. Ah oui, non mais Nodus n'est pas un bon exemple pour reconnaître les acteurs et actrices. Il y a 2 formats sur cette chaîne qui s'appellent Dinodus C'est qui ça, qui vous permettront de découvrir qu'on peut montrer à Nodus vraiment. Attends, c'est qui l'a... Je sais plus. C'était une actrice américaine et il a dit bah là c'est Marion Cotillard. C'était la meuf dans Lolita malgré moi.
Pas la meuf qui joue la pote là un peu gothique de l'héroïne dans Mean Girls. Ouais, la pote Lizzie Kaplan. Ouais. C'était Lizzie Kaplan et il a regardé, il a dit ça c'est Marion Cotillard. J'étais en mode yes. J'ai eu peur parce que quand ça a commencé, j'ai cru que t'allais me dire Rachel McAdams. Non mais Rachel McAdams, il a regardé Dick Amicotin, il y a pas de problème. Ah, et il nous dit qu'il a pourtant vu How I Met deux fois en entier quand j'étais problématique. Mais pourquoi t'as fait ça ? On a fait un live sur le Brocode de Barney Stinson que je possède en livre papier. Est-ce que ce live est disponible en replay ? Oui. Très bien. Et le livre est dans ma bibliothèque. Je l'ai offert, il fut un temps. Ben on me l'a offert, il fut un temps. Ouais. Un beau cadeau. Je regrette maintenant. Mais bref. Bon. Pour revenir à The Penguin, désolé. Voilà, donc on a 3 personnages principaux. On a bien sûr le pingouin, Oswald Cobb. On a Victor, son bras droit plus ou moins volontaire, mais qui du coup a aussi, comment tu le prends, par ce biais, une chance peut-être d'améliorer ses conditions de vie, qui sont pour l'instant nulles. Et on a Sophia Falcon, qui est l'héritière potentielle de la pègre et qui est flippante. Et on a un 4e personnage qui est le chef d'une autre famille de la pègre, qui s'appelle Salvatore Maroni, qui lui est incarcéré, mais qui a toujours depuis la prison... c'est quoi, la prison d'Arkham du coup ? Il y en a 2, en fait il y a l'asile d'Arkham, Arkham Asylum, et la prison de Blackgate. Donc je crois qu'il est à Blackgate. Oui, ça a l'air d'être une prison. Gens, on se doute que vu globalement la sécurité à Gotham, il contrôle toujours 2-3 trucs, même depuis sa prison. Voilà, parce que dans The Batman, Salvatore Maroni, c'était le plus gros chef de gang, dealer, etc. Et c'était lui qui était soupçonné d'avoir fait tuer le maire et ce genre de choses. Alors que c'était qui tire les ficelles en tout cas depuis le début. Voilà, donc on a 2 familles de la pègre, mafioso italo-américaine, un peu classico, qui s'opposent. Et le pingouin qui dans tout ça va essayer de tirer son épingle du jeu et de faire une little finger en mode le chaos est une échelle et de profiter de à la fois Gotham inondé. Alors il y a quand même un truc de drogue, il y a une drogue qui circule qui s'appelle les drops. Ouais, j'aime beaucoup. Dans les sous-titres c'est le collier. Ah j'adore. Je vais regarder avec les sous-titres en anglais. Mais c'est vraiment comme ça parce qu'on la voyait déjà dans The Batman. Ok. Donc c'est vraiment un truc, c'est vraiment des gouttes que tu te mets dans les yeux. Donc ce qui est, je crois. J'allais dire, j'aime bien le principe. Je pas ne sais un même mode pas de distribution de drogue qui existe. Oui, mais j'allais te dire, je ne sais même pas vie. si ça existe en vrai. C'est dire à quel point. Je ne vous conseillerais pas de mettre quelle substance que ce soit dans vos yeux. Autre que du vrai collier. Autre que du collier, voilà. Mais là, c'est du collier du coup. C'est du collier entre guillemets, puisque c'est la drogue à la mode en ce moment et celle sur laquelle surtout le business de la pègre se fait pas mal. Et notamment le fils très vite décédé dans l'épisode du chef de la pègre était lui-même addict à ce truc. Donc bon, si on devait faire un équivalent, je pense qu'il y a un peu une thématique. Alors c'est pas Oxycontin parce que ça reste illégal, alors que la crise des opiacés aux États-Unis, elle vient beaucoup de l'Oxycontin, qui est un médicament qui malheureusement un médicament extrêmement addictif qui malheureusement a été surprescrit et survendu à cause de magouilles capitalistes principalement. Et donc c'est pas similaire à ça parce que je pense que c'est un produit qui est illégal dans l'univers de The Penguin, donc c'est plutôt de la cocaïne ou quelque chose comme ça. Ça a l'air du fentanyl peut-être. Ça a l'air mais ça a l'air assez puissant. Quoi. Pas méga récréatif quoi. T'as l'air bien shooté une fois que t'en prends. Ça a pas l'air marrant. Ça a pas l'air marrant. Voilà un avis. Un avis. Bah écoute. Quid de ce premier épisode ? Alors déjà, pour être franche, avant que tu me proposes de faire les podcasts, je comptais pas regarder la série. Mais non. Donc c'est sérieux ? C'est dire à quel point je me suis dit merci ton sacrifice. En plus t'as revu le film et tout. Je me suis vraiment dit est-ce que j'ai vraiment besoin de ça dans ma vie ? Même si t'as beaucoup aimé le film. Mais parce que justement le pingouin de Colin Farrell m'avait je me suis dit est-ce que j'ai vraiment envie de m'infliger 8 épisodes du pingouin de Colin Farrell. Ça aurait été une série sur la Catwoman de Zoe Kravitz. Ah mais oui, mais là je me faisais 10 saisons, tu vois. Quand tu sors du film, tu te dis pas ce personnage, j'aimerais trop qu'il le creuse dans sa propre série avec The Penguin. Surtout qu'en plus on s'y attendait parce que ce projet-là a été annoncé quand même bien en amont, quasi le film est sorti et ils avaient dit il y aura un spin-off sur le pingouin. Donc ça a pris du temps de mémoire, notamment à cause de la grève des scénaristes, mais voilà, c'était vraiment prévu de longue date, on va dire. Donc je comptais pas la regarder, après je me dis bon allez. Au final, on va y aller, ça va être sympa. Et en plus, les premiers retours étaient quand même très positifs. Ils étaient dithyrambiques. Voilà, les tout premiers
était assez positive. Je vois les pubs dans le métro. Oui. C'est littéralement écrit quand Batman rencontre les Sopranos. Je suis là, Oui, la presse américaine spécialisée a eu en plus accès à plus d'épisodes que juste le pilote. Voilà. Et c'était comparé aux Sopranos, comparé, j'ai vu au Parrain. Coppola. Et puis un côté genre la meilleure série pègre, mafia, underworld, etc. qu'on a eu depuis très longtemps. Donc moi, j'avoue, ça m'a donné confiance. Ouais, non, mais c'est ça. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Et pour le coup, j'ai vu les Sopranos maintenant, ça m'a pris du temps. J'ai vu les Sopranos pendant le confinement. Moi, j'ai essayé en vrai. Et je suis pas rentrée dedans. Faudrait que je réessaye. On a essayé avec Nodus pendant le Covid aussi. On s'est dit, vas-y. C'est maintenant ou jamais. Et vraiment. Franchement, c'est un mafieux qui va chez le psy. C'est ma cam. C'est une série, elle a été créée pour moi. Non, mais c'est vraiment génial. Et dis-toi que, parenthèse dans la parenthèse où je raconte ma vie, j'ai dit à mes parents, il y a quand même 6 saisons des Sopranos, 7 saisons. Enfin, c'est long. Enfin, moi, il m'a fallu quand même une pandémie mondiale pour que je m'y mette. J'ai dit à mes parents retraités, regardez les Sopranos, je pense que vous allez kiffer. 2 semaines après, ils m'ont fait, ah ouais, c'était vachement bien. On a tout regardé. Ils avaient bingé tout les Sopranos. Franchement, tes parents du coup. Bravo. Ouais, j'étais assez surprise parce que d'habitude ils ont pas tant de goût que ça. Mais ils ont plutôt des goûts de merde, mais là ça allait. Mais là, il était là, c'était vachement ma daronne, elle a regardé tout Lost. Ah ouais. Alors qu'elle aime pas la SF, elle aime pas la fantasy, machin, mais elle s'y est prise et elle a tout regardé. J'étais là, respect, dis donc. Ils ont souvent. Ah oui, je vois Gérard Crim qui dit. Sur le chat, ça dit sa force. Oui, de toute façon, évidemment, là, le marketing, market, voilà, donc il faut bien vendre les séries. Nodus nous dit ça force un peu, je trouve. C'est pas non plus à ce niveau pour l'instant. Faudra voir les prochains épisodes. Les journalistes séries, ils voient un gangster qui aime les spaghettis. Ils sont là en mode Mackay, les Sopranos. Voilà, il fait l'emoji. L'emoji avec les doigts là. Et Général Crime, dit ils ont souvent tendance à forcer sur la com des trucs de super-héros. C'est énervant. Je suis d'accord. Après, voilà, pour moi, c'est HBO dans ma tête avant d'être un truc de super-héros, tu vois. Ce qui est peut-être quand même un label de qualité qui et ils avaient fait Watchmen. HBO qui était alors Watchmen, je suis pas rentrée dedans. Ouf. J'ai regardé le premier, j'ai rien compris, je me suis sentie très bête. Mais je pense que j'étais pas en bonne condition. Ouais, c'était post-déj au taf. Faut un mood. Je vais réessayer un jour. Faut un mood. Et pour moi, c'était vraiment genre en tout cas genre je suis là, moi je suis pas rentrée dedans, je sais que c'est hyper bien, c'est hyper quali, tout le monde est d'accord dessus. Donc le quid du pingouin. Ouais. Et donc tout ça pour dire qu'effectivement je pars de j'en attends rien à peut-être que c'est quand même vraiment super. Peut-être qu'on va être contente d'être là. Ouais, et je le lance, je fais bon. En vrai, j'attends de voir. Le premier épisode m'a pas ultra convaincu en fait. Donc le maître mot qu'on disait tout à l'heure, c'était cabotine. Colin Farrell. Voilà, Colin Farrell, j'ai l'impression qu'il a tout lâché. Il s'est dit let's go. Ouais, il a lâché les chiens en soi il s'amuse, je pense. Oui, bah tant mieux pour lui. Il aurait peut-être fallu qu'il y ait quelqu'un pour le driver un peu, en fait, diriger un petit peu quoi. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que tous les trucs qui étaient assez chouettes dans The Batman ne sont pas du tout dans The Penguin. Donc la vibe, il y a un petit côté poisseux qu'ils avaient bien réussi à refaire. Même la ville de Gotham dans The Batman est super. Là, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont dans random ville. J'ai vu qu'apparemment c'est tourné dans l'état de New York. Et ce qui est cool parce que c'est très compliqué de tourner à New York. C'est pour ça que c'est souvent notamment Toronto et autres villes canadiennes qui sont utilisées. Mais je suis d'accord avec toi que ça se voit pas trop. Et même quand on regardait, à un moment, il y a une scène où le pingouin il est sur l'autoroute ou je sais pas quoi. Et mon mec a dit, alors ça par contre c'est Los Angeles. Et en vrai pas du tout parce qu'ils ont tourné à New York, mais c'est bien la preuve que ça se voit pas forcément à l'écran cette patte très un peu dirty quoi. C'est ça. Je trouve que la ville a pas son identité qui en plus à chaque fois diffère. On parlait des autres films, mais c'est vrai que c'est dommage de s'embêter à créer une super identité pour Gotham dans le film et ne pas pouvoir la réutiliser dans la série. Alors après, on peut aussi répondre, il y a beaucoup de scènes de jour, donc forcément par Gotham dès qu'il fait jour, t'es là. Par définition, par définition, ça n'aura pas le même charme, mais c'est vrai que comme il y avait un soin qui était vraiment apporté à la photographie et on va dire à Gotham en général dans The Batman, ne pas le retrouver là,
déjà ça retirait énormément de charme et énormément aussi le côté justement Batman qu'on disait dans une série Batman, l'homme chauve-souris donc à la rigueur moi ça me dérange pas qu'il n'y ait pas Batman dans votre série Batman, parce que tu peux faire une série simple, tu peux faire une série sympa sans Batman. Bon, Gotham c'était mid, mais tu peux faire un truc sans Batman. Par exemple Birds of Prey, le film avec Harley Quinn et un cast féminin. J'aime tellement Birds of Prey. Il y a pas Batman, il est vaguement mentionné. Il y a God bless pas le Joker, parce que donc, c'est la Harley Quinn de Margot Robbie, donc ce serait le fucking Joker de Jared Leto. Non merci, on en peut up. On en a on a donné. Et c'était une super œuvre dans l'univers de Batman qui n'avait pas besoin de Batman et qui était tip top. C'était un film, mais voilà, c'est possible. Mais c'est vrai que tu te retrouves avec c'est ça, un Gotham mid et Colin Farrell qui cabotine, et après le côté les Sopranos et tout. Alors oui, il y a de la pègre, mais encore une fois, tu peux pas juger une série sur le premier épisode. Ça va être notre exercice de juger semaine par semaine. Tout à fait. Ce que ça va donner, mais là j'attends de voir ce qui est censé être les Sopranos, ou en tout cas une série de mafieux à la hauteur dans l'écriture et dans plein d'autres choses, parce que là en plus les Sopranos, vraiment c'est l'enjeu émotionnel qui compte. C'est pas une série qui avait un budget de fou, c'est pas une série avec des scènes d'action de malade, c'est une série des années 90-2000 en 4 tiers avec en rôle titre James Gandolfini qui était pas non plus une superstar comme les Colin Farrell. Et c'est vraiment le côté émotionnel et les personnages creusés, c'est cette naissance de l'anti-héros comme ensuite on a eu Walter White, etc. Ça vient aussi du succès des Sopranos. Et c'est pas l'émotion le drive principal de cet épisode 1. Donc je suis d'accord avec toi, je suis là. Est-ce que je vais être bouleversée émotionnellement par The Penguin ? Pas sûr. Et j'ai l'impression que les Sopranos, t'es quand même censé être un peu bouleversé à des moments. C'est ça. Donc après, encore une fois, je peux pas juger sur le premier épisode, on va voir comment ça évolue. Mais là, en vrai, un pilote, c'est censé quand même normalement te choper un peu. Oui. Je me suis pas senti chopé. Tu vois. Surtout que c'est un univers qu'on connaît, donc ils peuvent s'en sortir en cramant quelques étapes, là où si tu dois nous présenter tout un monde inédit qu'on connaît pas, il faut faire pas mal d'expositions, présenter les persos, les dynamiques. Là c'est à la fois l'univers de Batman, le personnage de The Penguin qui est quand même, on sait que c'est un méchant, on sait qu'il a des rapports avec la pègre et tout, même si on n'a pas vu le film de Matt Reeves, on a la figure du méchant quoi. Et c'est la pègre italo-américaine qu'on connaît. Donc en fait quand il dit le Maloney qui est I'm walking here, c'est des codes qu'on a, donc ça devrait être plus facile entre guillemets. Après je suis pas là pour faire le travail des showrunners, je ne sais pas écrire de fiction. Voilà, normalement on comprend ce qui se passe globalement plus vite et cette imitation est incroyable. Je fais très bien le très mauvais accent de mafieux new-yorkais, car j'écoute beaucoup de podcasts où les gens passent leur temps à faire ce mauvais accent, ça me fait beaucoup rire, voilà. Oui, ça marche. Je comprends. Faut quand même le mentionner parce que nous sommes qui nous sommes. Pour l'instant, on n'est pas sur une série qui passe le Bechdel test. Voilà. Il y a une dame. Ah non, il y a 3 dames. Il y a la mafieuse. Il y a la daronne. Il y a la daronne et il y a la prostituée. C'est les 3 types de femmes. C'est vrai. L'ennemi, mais la daronne et la putain. C'est vrai. Mais bon, elles se sont pas parlé, donc en plus on elles est ne se parlent pas entre elles. Voilà. La daronne et la prostituée en cumulé doivent avoir 3 minutes de temps d'écran toutes les deux. Donc la daronne, pas sûr, on va dire, elle a pas de nom, on l'a semi un nom quoi. Elle s'appelle apparemment Frances ou un truc comme ça, source Wikipédia. Je suis pas sûre que ce soit dit dans l'épisode. Parce que donc le Bechdel test, qui est un outil qui sert à évoquer la basique du monde. Voilà, c'est vraiment la barre est au 5e sous-sol, j'allais dire au sol mais même pas, qui a été développé par comment elle s'appelle, c'est quoi son prénom? À Bechdel, ça commence par Alison Bechdel. J'étais sur Alexa, j'étais là, non pas du tout, c'est Amazon. Par Alison Bechdel, l'idée c'est un prisme très simple pour parler de la représentation féminine à l'écran, notamment c'est est-ce qu'il y a 2 personnages féminins, chacune ayant un prénom au minimum, chacune ayant un nom ou un prénom, idéalement les 2, incroyable, qui se parlent toutes les 2 pendant 1 minute ou plus et qui ne parlent pas d'un homme. Eh bien, rendez-vous compte qu'énormément d'œuvres ne passent pas du tout c'est dur. le Bechdel test, parce qu'à cause du prisme masculin, même si on a par exemple des fois une quinzaine de personnages féminins, ils font que interagir avec le héros. Par exemple, tu vois, Mad Max Fury Road. Oui, d'accord. Il passe pas le Bechdel test parce qu'il y a toutes les meufs
Si peut-être un petit peu quand les meufs elles passent, Ah, elles parlent si, entre quand elles même, de si, si on est Il y a libre. peut-être moyen que ça passe de Vite fait. Furiosa, je pense pas, Ouais. tu vois. Et je De- dis pas ouais. que Furiosa c'est un film sexiste. L'idée Mm. c'est pas de dire si une œuvre le passe, elle est féministe, si elle le passe pas, elle est sexiste. Ouais. C'est de montrer à quel point la barre est basse en termes de représentation de femmes à l'écran. Et j'avoue que on parlait du fait que le fatsuit c'est un peu daté. J'ai trouvé que c'était un peu daté aussi, que peut-être tu vois son petit jeune associé, peut-être ça aurait pu être une meuf. Enfin. Bon, c'est très couille, quoi. Après, j'entends, c'est la mafia, Après, comme encore- on l'imagine, et puis on verra pour la suite. Oui, C'est voilà, le encore début, une fois, hein. ça se trouve, d'autres personnages vont être introduits plus tard. J'en doute. Mais pour l'instant, je leur laisse le bénéfice du doute. Donc peut-être que voilà, d'autres persos sont. J'ai arriveront plus l'impression que tard. c'est aussi un problème assez... Dis-moi si je me trompe, tu le connais mieux que moi, mais un problème un peu inhérent à l'univers Batman, où j'ai l'impression que les personnages principaux, c'est quand même beaucoup des mecs, et Harley Quinn, Poison Ivy et Catwoman, donc plutôt des antagonistes, même si c'est variable par rapport à Batman. Mais voilà, pour Batman, pour moi, quand tu penses à Batman, tu penses évidemment Bruce Wayne, Alfred, Commissaire Gordon, Joker, Épouvantail, Riddler, tu vois, c'est quand même... En fait, tout dépend. Enfin, maintenant, il y a tellement d'œuvres associées. Enfin, il y a Harley Quinn qui va avoir ses comics à elle toute seule, Poison Ivy qui a en ce moment ses comics à elle toute seule qui sont vraiment très bien. Enfin voilà, à chaque fois maintenant t'as quand même ça, enfin t'as Batgirl, tu as quand même d'autres trucs. Après oui, de ce qu'on voit nous, des adaptations sur grand écran. Sur grand écran là, c'est. Il y a souvent une meuf et c'est la meuf de Batman quoi. C'est random meuf, ou alors quand il sert Catwoman sera remplacé selon le film. Et le seul qui en vrai pour l'instant le seul film live action qu'on ait eu où on a une meuf en personnage principal, c'était Birds of Prey. Oui, voilà. Et c'était au moins c'était bien. C'était bon. Mais donc voilà, c'est pour moi ça fait partie des choses sur lesquelles peut-être qu'on aurait pu jouer un peu avec les codes justement de la pègre des séries de mafia, parce que l'ambition de refaire Les Sopranos ou de refaire Le Parrain, je pense qu'elle est un peu démesurée, et de base je suis pas sûre que c'est dans un univers de comics que c'est le plus facile. Donc quitte à jouer un peu avec les codes, je me dis que là-dessus il y aurait pu avoir modernisation. Après il y a quand même visiblement une antagoniste, une méchante. Je trouve que la scène avec donc le pingouin, à un moment il va chez sa mère qui lui met un petit coup de pression, elle est pas mal, tu vois. La scène est marrante, l'actrice elle joue bien, mais bon voilà, ce n'est pas une œuvre extrêmement paritaire et représentative pour le moment. On verra pour la suite. Je pense qu'on peut dire qu'à partir de maintenant, on va s'autoriser à spoiler ce qui se passe dans cet épisode. Donc, si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez vraiment le voir, l'esprit libre, qu'est-ce que vous faites là ? Mais allez-y, à bientôt. Et spoiler alerte, à partir de maintenant, on va vous révéler tout ce qui se passe potentiellement dans l'épisode 1 seulement de The Penguin, puisqu'on a ni toi ni moi vu la suite. Je n'ai pas les screeners HBO, perso, je suis pas sur liste. Voilà, donc on se libère de ce stress. Bon, c'est safe. Est-ce qu'il y a des choses que t'as pas dit dans ton avis sans spoiler, que t'as envie d'approfondir ou d'évoquer maintenant par rapport à cet épisode 1 qui nous pose les enjeux globalement? Vraiment, je réfléchis. En vrai, pour moi là, le pilote est un peu, pas timide, mais j'ai l'impression de même pas avoir d'avis à avoir sur le pilote tellement il y a pas grand chose à manger pour l'instant, mis à part encore une fois Colin Farrell qui capotine. Oui. En vrai, je pense que beaucoup de choses. On peut dire Christine Milioti, je pense qu'elle fait forte impression quand même. Là, en vrai, elle est bien, mais je pense que mon appréciation de la série dépendra beaucoup de ce qui sera fait de son personnage. Oui. Donc là, à la fin de l'épisode, on est à la fin. À la fin de l'épisode, donc, parce que je me demandais combien de temps ils allaient faire durer le suspense de son frère est décédé. Quand est-ce qu'elle va apprendre ? Quand est-ce qu'elle va l'apprendre, parce qu'elle le cherche justement pendant tous les épisodes. Donc je me suis dit, est-ce que ça va tenir 1 ou 2 épisodes ? Après, je me suis rappelé, c'est une mini-série, ça dure 8 épisodes, il faut quand même un moment aller vite. Il y en a, elles durent 8 épisodes et elles prennent le temps de traîner, donc on va pas se plaindre. Mais voilà, donc au final, elle l'apprend, elle ne sait pas qui est à l'origine de ça, évidemment. Elle soupçonne... pardon. Je vérifiais juste que c'était pas le chat. Non, c'est moi. Elle soupçonne justement Salvatore Maroni d'avoir tué son frère. Donc, mais elle soupçonne aussi le pingouin. Elle soupçonnait elle soupçonnait le pingouin. Et donc, en fait, l'idée, c'est que donc, le fils Falcon portait
portait comme son père, on va dire, à la suite du décès de son père, la chevalière, donc un peu de leur ennemi, qui était celle de Maroni. Et donc, quand Alberto Falcone meurt, en fait, le pingouin récupère cette chevalière et la donne à Maroni quand il est à Blackgate. Donc voilà. Et après, il lui dit, en fait, il serait peut-être temps de te venger. Enfin, il essaye un peu de faire à l'envers. Dans le contexte où les soupçons vont aller plutôt vers Sal Maroni, qui lui, enfin, en gros, je vais les monter les uns contre les autres. Je vais faire croire à Sofia Falcone que c'est la famille Maroni qui a fait tuer son frère. Et je vais faire croire à Maroni qu'il est temps d'arrêter d'être disrespect par les Falcone et de reprendre son pouvoir même depuis sa prison. Et pendant ce temps, moi, je peux avancer tranquille. Voilà, parce que l'idée, c'est qu'il demande au petit jeune... Victor Aguilar. Merci. Il demande à Victor, en fait... il lui a coupé, en fait, le doigt qui portait la chevalière. Donc, en fait, quand la sœur découvre le corps, elle voit qu'il lui manque la chevalière et qu'il a le doigt coupé, donc tout est. Et il a gravé vengeance. Oui, exactement. Bien sûr, sur la voiture. Vengeance dans le coffre. Voilà. Et en plus, l'idée, c'est que le pingouin lui dit à la base, je voulais que tu découpes sa tête et que tu laisses juste le doigt, le doigt coupé, et qu'on comprend que pour lui, c'est encore un peu too much. Le pauvre, il voulait juste voler une jante et il se retrouve là-dedans. C'est tôt pour décapiter des gens, même s'ils sont déjà morts. Mais c'est vrai. C'est dégueulasse quand même. Mais c'est vrai qu'en vrai, j'attends de voir ce qui va être fait pour jauger. Là, je suis vraiment sur un ressenti. Voilà. Mais ça peut s'améliorer. Après, je pense que malheureusement, l'identité de Gotham et tous ces genres de choses, ça ne bougera pas. Dans tous les cas, ça c'est mort. Hein. Ça restera comme ça. Après, peut-être que au moins le fil conducteur de la saison va peut-être me surprendre, ou au moins je vais trouver que l'interprétation des autres personnages va un peu relever le niveau. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est vrai que ça pose vraiment les bases. Et voilà, j'attends. À voir. Okay. Ouais, je suis comme toi, l'enthousiasme n'est pas débordant. Je trouve que la série a un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que je trouve qu'elle assume pas totalement d'être une série noire sur la mafia, parce que c'est pas ce qu'ils veulent faire et qu'il y a quand même des moments comiques. Même la scène justement où le cadavre de l'héritier Falcone est envoyé se cracher dans le jardin des Falcone, déjà c'est pas possible parce que elle vient d'où la voiture, ils l'ont pas vu arriver la voiture. Oui, bon, ça à la rigueur je peux encore accepter voilà, ça je peux, mais c'est aussi c'est très, tu vois, la scène elle est tournée quasiment comme un Batman de Tim Burton quoi, avec vraiment l'actrice qui hurle genre ah mon dieu il est mort machin. Bon, c'est pas très. T'as dit ça pour dire que c'était vieux le Batman de Burton? Non, parce que pour le coup ça a une patte cartoon beaucoup plus que les Nolan, tu vois. Oui. Et d'un autre côté, enfin voilà, Joel Schumacher, c'est encore pire. Ah oui, mais ça je suis moins familière. C'est quand George Clooney il avait des tétons sur son costume. Ouais. Ça j'ai pas trop vu. Val Kilmer et tout. Ouais. J'ai senti que je pense, j'ai flairé même quand ça passait à la télé, j'étais là. Et non, pourtant c'était une autre représentation de l'homme mystère, hein, tu vois, comme quoi. Ouais, c'est Jim Carrey là. Il était là, ouais. Ouais. Mais j'étais pas hyper Batman, tu vois, en grandissant déjà. Non, même la série animée et tout. Je préférais Yu-Gi-Oh. J'étais déjà un peu plus dans la Japanimation, voilà. Un petit peu entre tradition et modernité, tu vois. On peut être les deux. Et oui, tu en es la preuve. Vivante. Bon, ouais, voilà, je trouve que la série, elle est trop drôle pour que je sois vraiment impliquée émotionnellement, et drôle dans le sens, pas tant dans le sens où on se tape des barres, mais dans le sens où voilà, les acteurs cabotinent, y a des choses un peu absurdes, démesurées qui se passent, et elle est un peu trop sérieuse, c'est-à-dire c'est pas une comédie et ça essaye quand même d'être un petit peu réaliste, il se passe un peu des trucs graves. T'as quand même une scène de torture qui est assez dure, je trouve, où t'as la méchante Sofia Falcone qui du coup non seulement tue un quasi ado qui avait rien demandé, mais qui torture, qui fait torturer The Penguin qui est attaché tout nu d'une façon où j'étais là, j'ai jamais vu ça, et ça doit faire super mal. C'est un genre corde à piano, corde à piano sous l'aisselle. Ouais. Du coup j'étais là, est-ce qu'ils vont lui couper le bras? Je ne sais pas, mais en tout cas ça entaille bien fort déjà. Donc voilà, il y a des trucs sérieux comme ça qui font que c'est pas 100% comique ou comics ou léger ou décalé, et il y a des choses qui font que je vais pas regarder ça comme je regardais Soprano, parce que genre à la fin il y a un vrai truc à la fin, c'est Colin Farrell, tu vois, et j'arrive pas à je pense vraiment que ça dessert la série, que je sais pas comment je peux prendre au sérieux
un truc émotionnel et pas me dire quelque part là-dedans il y a Colin Farrell qui a envie d'une clope, tu vois. Je sais pas, mais c'est peut-être perso pour le coup. Je me suis mal Colin Farrell qui dit qu'il regarde Toy Story entre deux prises parce que c'est trop dark pour lui. C'est dire. Non mais ça c'est mentir. Non mais ça ouais. c'est mentir. J'étais là mon ref, j'essaie de repenser à sa filmo en me disant c'est ça le truc le plus dark que t'aies fait de ta filmographie. Déjà, Big Up Nodus, il a fait Fun Game, qui était quand même un chef-d'œuvre déjà du huis clos et aussi au moins aussi dark que ce qui se passe dans The Batman et dans l'épisode 1 de The Penguin. J'ai pas vu. C'est en gros il y a un gars, il passe à côté d'une cabine téléphonique, elle sonne. Tard à l'époque, nous sommes vieilles, rappelez-vous. Non. Il décroche et là il y a un sniper qui le vise et qui lui dit. En gros, t'es une mauvaise personne et il faut que tu te repentes. Et il peut pas raccrocher parce que sinon il va se faire tirer dessus. C'est un peu speed, mais sauf qu'il roule pas, il est dans une cabine téléphonique. C'est pas mal. On a fait un podcast avec Nodus et Fabrice Florent, n'hésitez pas, le Film Club. Est-ce qu'il me court vite dans la cabine téléphonique? Alors non, mais il suit beaucoup. Nodus nous dit un chef-d'œuvre tout court, tout domaine artistique confondu. Oui. Nodus qui a un certain amour pour les Claude 2005. Ouais. C'est un genre 2005, de film. Ouais. Colin Farrell a les cheveux un peu longs et un bouc et une chemise en satin violet dégueulasse. Même couleur que sa bagnole dans The Penguin. Tu vois, il y a un truc. Full circle. Mais oui, en fait, je suis vraiment perplexe par rapport au traitement médiatique de cette série et aux interviews de Colin Farrell qui a l'air de prendre ça hyper au sérieux. Aux médias spécialisés qui ont dit ouais, c'est vraiment incroyable. J'attends de voir est-ce que c'est du forcing, ça arrive. Voilà. Ou est-ce qu'il y a vraiment un truc qui va se développer peut-être dans 2 épisodes et c'est ce que j'espère. Moi je regarde toujours une série en espérant bien l'aimer et bien rentrer dedans. Et puis aussi on est là pour 8 semaines donc autant qu'on aime bien ce qui se passe. J'espère qu'on sera là. Putain, qui aurait cru il y a 2 semaines qu'on serait impliqué comme ça dans The Penguin? Ton micro grésille apparemment. Ah non. Mais oui, c'est vrai que je sais, j'ai pas fait attention, j'avais pas voulu lire trop de critiques avant de regarder l'épisode pour pas que ça m'influence trop, mais j'ai pas fait attention si les journalistes ont vu l'intégralité de la saison 1. Je sais pas s'ils ont vu qu'une partie parce que par exemple Marvel, ce qu'ils aiment bien faire, c'est faire les 4 premiers épisodes. Donc là, par exemple, les critiques qu'on avait vues de Agatha All c'était les 4 premiers, ce genre de choses. Donc à voir si quand ils critiquent la série, ils se basent vraiment sur les 8 épisodes. Il semble que HBO ils donnent pas tout, en tout cas pour House of the Dragon, ils donnaient pas tout, mais c'était aussi très une sécurité telle autour des leaks et d'ailleurs ça avait fini par leaker je crois. Donc pour ça. Du coup à voir si les personnes qui ont vu la série ont la big picture comme on dit ou pas, sachant qu'il y a aussi peut-être un petit filtre HBO qui se rajoute, qui fait que si ça avait été sur ni Prime associé, et pas associé à l'univers de Batman, peut-être que la série n'aurait pas eu cet accueil non plus. Clairement. Voilà. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui me désole, mais que je comprends parce que c'est un business et qu'il faut beaucoup d'argent pour produire un film ou une série. Pour moi, The Penguin souffre un peu du problème Joker, le dernier en date, de Todd Haynes. C'est-à-dire, en vrai, c'est pas un film Joker, c'est un film pas inintéressant sur la maladie mentale et à quel point ça peut être grave quand c'est pas traité, et sur même des problématiques de classe. Et là-dessus, c'est pas un mauvais film qui n'aurait jamais été financé et que personne serait allé voir si c'était pas le Joker, parce que on est dans une époque de l'IP, comme on dit, de l'intellectual property, et le fait est que souvent pour qu'un projet soit greenlighté et ou qu'il trouve le succès, il vaut mieux être attaché à une licence. Donc ça, honnêtement, je le reproche pas à The Penguin. Non, mais c'est juste que ça. Voilà, c'est pas lié. Ça peut altérer aussi certains jugements, tu vois. C'était plus dans ce sens-là. Oui, après il y a des gens qui vont soit avoir beaucoup d'attentes parce qu'ils adorent l'univers et être vite déçus, soit être très indulgents parce que c'est déjà cool d'avoir une série un peu quali sur le Penguin. J'entends que c'est pas un perso qui a eu ses propres aventures, il me semble pas. Non. Ni en comics, ni en dessin animé. En comics, j'ai un doute. Je les ai pas lus en tout cas, si c'est le cas. Et puis ça reste, moi je suis un peu d'avis comme beaucoup que le plus intéressant dans l'univers de Batman, ça reste les méchants, parce que Batman en lui-même, une fois que t'as dépassé le côté thérapie, je suis dans cette team aussi. Et fait du social, on tourne un peu en rond quoi. Arrête de faire ce que tu fais, arrête donne de l'argent. Arrête, Bruce, arrête. Non mais Bruce, tu es milliardaire, donne de l'argent. Donne plus à la ville ou change de conseiller. Au lieu de taper les gens dans la rue,
Et peut-être que tu aideras plus Gotham. Comme qui l'eût cru. Incroyable. Fais le métro gratuit à Gotham. Et puis de l'éducation populaire aussi. Exactement. Des petits marchés bio, des trucs sympas, des petits producteurs. Surtout qu'en plus, on te fait... Il n'y a pas un film Batman où on te fait pas comprendre que le méchant du moment est là parce que Batman existe. Donc en fait, c'est lui qui fout la merde depuis le début. Le méchant, c'était le capitalisme depuis le début et Batman l'incarne bien. Le patriarcapitalisme même, parce que c'est un homme blanc riche, les pires. Là, on est sur un homme blanc moins valide et moins riche. Donc, j'ai l'impression qu'ils essayent quand même de rentrer dans cette tradition de l'œuvre de mafia qui est... En fait, pour moi, les œuvres de mafia, de gangsters américaines, c'est des œuvres qui parlent d'immigration et de classe. Parce que c'est le rêve américain dévoyé. C'est atteindre le rêve américain, mais avec sa part la plus sombre aussi. Et souvent, d'ailleurs, ces gangsters magnifiques dans les films finissent mal. Puisque soit tu finis en protection des témoins après avoir trahi tous tes anciens amis, soit tu finis mort. Globalement, c'est ça qui se passe. Et j'ai l'impression qu'ils essayent d'amener cette logique de classe un petit peu, puisqu'il y a le côté, notamment via le personnage de Victor, qui est SDF, et il y a des propos sur le fait que la ville n'en fait pas assez pour aider les quartiers principalement défavorisés et populaires qui ont été frappés par les inondations. Je pense que le personnage du pingouin, de Oswald Cobb aussi, est censé... Enfin, à un moment, on va dans la maison de sa mère, qui n'est pas... une maison de luxe, clairement, qui est au Kétir, et je pense qu'il vient pas, il vient pas de la haute, et il fait face à une ennemie, la personne de Sophia Falcon, qu'on voit introduite dans une méga baraque, hyper luxe et tout. Donc je pense qu'ils essayent d'avoir un propos un peu lutte des classes. Est-ce qu'ils vont le réussir ? Je suis pas sûre, parce que y a toujours ce côté, genre, la série sait pas trop sur quel pied danser en termes de sérieux, donc j'arrive pas à me dire ils vont bien gérer ce sujet, mais je n'attends qu'à être heureusement surprise. J'en ai profité pour fact-checker, donc le pingouin, c'est de ce que je vérifie, et je suis navrée pour tous les fans de comics qui nous écoutent. Si vous pouvez nous le dire, mais gentiment. Gentiment. Dites pas, là, c'est conne, là, les ils se sont encore trompés. On vous connaît, non, que la première issue serait sortie l'an dernier. Ok, donc voilà. C'est un perso qui est là depuis longtemps, ça sortirait enfin, c'est enfin sorti apparemment l'an dernier par Tom King. Donc d'accord. C'est pas si. Donc on a eu raison de douter. On est dans la pingouin naissance peu, la renaissance du pingouin. Et pourquoi pas en soi le perso. Je trouve il y a rien qui fait qu'il peut pas être intéressant. Mais voilà. Mais lui, il date de 41, donc c'est ça aussi l'un des enjeux, c'est que souvent en plus les personnages de Batman sont des personnages qui ont été créés il y a un bon moment. Et cette image de l'italo-américain un peu mafieux était pas du tout la même. Là-dessus aussi, quoi. Je me demande d'ailleurs s'ils vont introduire, en fait, quand on pense de nos jours dans une grande ville qui gère le trafic de drogue, je pense qu'on pense plus à des cartels et des grosses structures de deal qu'à la pègre italo-américaine avec un mec aux cheveux un peu gominés qui boite. C'est ça. Tu sais, quand je me suis même fait la réflexion, parce qu'on voit que c'est quand même notre époque. Ils ont des smartphones et tout, mais ils ont quand même gardé le côté un peu, pas désuet, mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion quand on voit vraiment comment s'habille le pingouin et ce genre de choses. Et même il regarde un vieux film avec Rita Hayworth. Il regarde Glinda. Voilà, et c'est marrant parce que le film est en HD, sur une série HD, mais ça reste entre modernité et tradition. Tu me fatigues. Je me fatigue aussi. J'ai dit Glinda, c'est Gilda. Je pense trop à Wicked en ce moment. Bref. Bientôt dans Wicked. Bientôt. Thanksgiving, c'est la chose que j'attends le plus au monde. Je D'accord. tiens à le dire. Je ne suis pas du tout dans ce lore. Je suis là. J'aime bien le magicien. C'est le magicien d'Oz, hein. Ouais. Mais c'est les sorcières de l'Est et de l'Ouest, machin. En gros, c'est censé être le préquel, en gros, du magicien d'Oz. Wonka, le pingouin, Wicked, oui, mais attends, après quelle vie, hein. Mais après Wicked ça date de... je sais que c'est Broadway, en fait c'est une comédie musicale des années 2000, on va dire c'était encore avant qu'on ait trop de préquels, mais c'est formidable, Wicked, c'est bon. Très bien. Mais bon, fin de la parenthèse. Mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion parce que dans le dessin animé qui est sorti donc cet été sur Prime, donc Batman de Cape Crusader, qui est très cool, non ? Qui est très cool, du coup en fait... alors j'ai pas encore tout vu, justement j'ai commencé ce week-end comme je disais plus tôt,
donc c'est de nouveau avec Bruce Timm aux manettes, donc comme la série, en fait les deux, comment dire, après les deux principales personnes derrière la série Batman donc de 92, qui est celle dont on parle principalement quand on parle de la série Batman de quand on était petit. Et celle où Harley Quinn a été inventée. Exactement. Donc c'est Bruce Timm donc qui est dessinateur et Paul Dini qui est scénariste, et c'était le travail des deux qui était reflété dans le dessin animé. Et donc là, il y a un peu le dessin animé qui est sorti cet été, est censé être un peu son successeur spirituel, car Bruce Timm est de retour. Et donc dedans, dans le premier épisode, il y a le pingouin. Oh. Et petit twist, le pingouin est une femme. Quoi? Mais oui, mais comme dans Spider-Verse ou Doc Ock, c'est une meuf, exactement. C'est un twist qui marche hyper bien, qui est pas gratos, mais qui modernise un petit peu le perso. Donc du coup, elle s'appelle Osvalda. Non, il y a pas d'effort. C'est pas un prénom. Ah oui, quand ils ont dit Osvalda, ça m'a fait rigoler. Ouais, non. Franchement, ouais, t'aurais pu prendre un prénom féminin en haut. Ouais, voilà, oui, t'es pas obligé d'y aller. Mais... C'était drôle. Et c'est vrai qu'il l'appelle le pingouin, et après, donc tu la vois. Et c'est ce qui est dommage en plus là-dedans, c'est que je me le suis fait spoiler dès diffusion. Parce que pourquoi, à ton avis, est-ce que Internet était ravi que le pingouin se soit fait gender swapped? Moi, j'ai remarqué, Internet et les fans de comics, ils aiment beaucoup quand on prend un perso masculin auquel ils sont attachés et qu'on en fait une meuf. Ça, c'est... Et même, alors si la meuf, elle est racisée... Ah oui, voilà, ça c'est le bonus. Incroyable. C'est le bonus. On saupoudre un peu, on met des lesbiennes. Ouais. Et là, 12 sur 10, tu vois, des Emmy dans tous les sens. Non, bien sûr, je me doute que les gens relaxent to the max parce que... Ils ont le détesté. pingouin, c'est une femme. Oui, ma représentation masculine dans Batman. Surtout qu'en plus, je suis sûr qu'ils en avaient rien à carrer du pingouin, quoi. C'est ça le pire. Non, c'est c'est pas le perso le plus famous, quoi. Et voilà, General Crime qui met pas mon pingouin. C'est un peu ça. Et ce problème, les incels, quoi. Cette histoire de traitement un peu différent, je l'ai encore retrouvé ce week-end. Quand, on a encore eu donc Agatha All Along et Le Penguin qui ont été diffusés en même temps. Et apparemment, l'idée, c'est que... alors je traîne pas assez dans les sphères d'incel sur Twitter, hein, c'est des trucs que je vois qui repopent dans ma TL. Parce que, heureusement, dans ma TL, c'est des gens normaux qui disent « Regardez ce que disent ces connards ». Alors, cela dit, moi, je conseille à toute personne d'arrêter de retweeter, de visibiliser les cons. Genre, c'est pour moi, retweeter quelque chose en disant « Regardez comme ces gens sont cons », je suis là... Ouais, mais comme ça, je sais aussi... C'est antinomique. Oui, je comprends. Mais à la limite, screener. Comme oui, ça fait pas ou screener, peu importe. Non, mais là, c'était le côté, au moins, je sais un peu ce qui se passe. Oui. Tu sais, dans la dark partie de Twitter. Celle où on ne va pas. Voilà. Le Roi Lion, tu sais, il ne faut jamais aller dans les ombres. Tu sais, celle où les gens, ils détestent pas Macron, tu vois. Et donc, ce week-end, il y a des gens qui, apparemment... ont pété des câbles parce que dans le pilote de Agatha All Along, on voit de loin pendant un plan les fesses de Catherine Hahn. Et ça a fait scandale. Et évidemment, tu voyais de l'autre côté le pingouin à Walp sur sa petite chaise comme Daniel Craig dans Casino Royale. Et là, évidemment, ça n'a rien dit. Donc voilà, ça montre, à part louer le costume. Voilà, donc ça montre encore une fois. Le fait que... on a toujours pas fini. On a encore un peu de boulot. Un petit peu. Mais c'est dingue de se dire que là, au moins, on se retrouve toujours avec le même problème. Oui. Quid de cette scène de le pingouin nu parce qu'on a parlé de la torture qui est extrêmement douloureuse, mais c'est la fameuse scène où on voit le plus le travail qui a été fait sur le corps de Colin Farrell, puisqu'il est méconnaissable tout nu. J'ai lu, du coup, je me suis dit tiens, je vais regarder quand même, parce que je m'étais laissé de côté les interviews de Colin Farrell tant que j'avais pas vu l'épisode. Et ce qui est ressorti, j'allais dire en premier, mais du coup, si ça ressort pas en premier dans vos recherches, je vais dire que c'est mes recherches qui sont... Est-ce que c'est vraiment Colin Farrell tout... Est-ce qu'on voit ton zizi? Alors, c'est apparemment la blague du maquilleur, c'est qu'ils lui ont fait une prothèse de zouzou de pingouin et qu'il a un bec et tout. Et vraiment, je me suis dit... j'ai envie de partir. Et voilà. Et je me suis dit, waouh, de toutes les discussions intelligentes
qu'on pourrait avoir sur les fatsuits. Enfin, discussion intelligente étant arrêtez de faire des fatsuits, hein. Mais de toutes les discussions qu'on aurait pu avoir là-dessus, c'est Colin Farrell, MDR, et qui dit ah ouais, on m'a fait un faux zouzou et tout, machin. C'est à la fois un peu atterrant et un objet que j'aimerais beaucoup posséder. Pas parce qu'il y a eu le zouzou à Colin Farrell peut-être dedans, juste parce que c'est hilarant comme concept. Tiens, si tu peux avoir n'importe quel objet de la pop culture, tu voudrais quoi? Le sabre laser de Luke Skywalker? Non, la baguette de Suro? Non, le zouzou pingouin du pingouin. Ça marche, tu vois. Très bon icebreaker en soirée. Tu le mets sur ta bibliothèque, les gens y rentrent, au bout d'un moment ils font pourquoi avec un bec de pingouin et ça, bah tu sais Colin Farrell. Voilà, ça marche. Ça se vend peut-être aux enchères, tu sais, quand il y aura Make-A-Wish et tout. Ah ouais, j'ai vraiment investi. Franchement, si j'ai pas investi, là récemment, ils ont fait une vente aux enchères de vrais props de Game of Thrones. Ah ouais. Mais genre, les vraies tenues de Daenerys et tout, des trucs de fou. La vraie dague qui finit par tuer un des grands méchants et tout. Et c'était quelques milliers de dollars, tu vois. Je les ai pas. C'est tout? Bah ça commençait à quelques milliers. Oui, ok, oui. Parce que j'ai l'enchère en direct. Un peu, Mais j'étais là, putain. Moi, je pense plus riche. Tu vois, en caprice de riche. Ouais. 4000 balles pour avoir un œuf de dragon de Daenerys. Ah, toi t'aurais pris l'œuf de dragon? Non, parce que le Daenerys c'est un peu une bolosse, désolé. Ouais, franchement, là, moi j'ai argent illimité, je prends une robe de Marjorie. Ah yes, bah il y avait beaucoup de robes trop belles. Évidemment, robe de Cersei. Ah bah non, moi je prends une épée en acier valyrien. Il y avait genre l'épée de Ned Stark et tout, c'est bon. C'est bon. Robe de Marjorie. Comme ça là. Comme ça je te tu fais sensation. Je serai ta chevalière. Toi, tu seras la princesse. Ah oui. Protège-moi, Mimi. Tu parles l'épée, elle va faire ma taille. Bon, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur le pingouin? En vrai, on attend des attentes pour la suite. Oui, en vrai de vrai, j'attends de voir ce qui va être fait du personnage de la sœur, quoi, de Sophia. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que elle aussi, elle va un peu cabotiner to the max jusqu'à la suite? Pour l'instant, elle cabotine un petit peu, mais comme on l'a dit, l'actrice, elle a ce magnétisme, et pour le coup, elle est pas grimée, bien sûr, autant que Colin Farrell. Donc c'est aussi comme ça qu'elle bosse, et ça marche pour l'instant. J'attends, voilà. En vrai, mes seuls espoirs... Enfin, en gros, si elle était pas là, j'en attendrais vraiment rien. Va être honnête. Hein. Mais là, le peu d'espoir que j'ai, je les place en elle. Où je me dis qu'elle peut être un peu... La série sera pas Batman et les Sopranos, mais si elle tire bien son épingle du jeu, ça peut rendre les 8 prochaines semaines agréables. Yes, et si jamais elle meurt pas à la fin, peut-être qu'elle sera dans The Batman 2, parce qu'en soit un perso de chef de la pègre, jeune femme, enfin relativement jeune femme en tout cas, qui en plus à ce côté c'est une serial killer un petit peu. Alors j'ai vu sur Wikipédia qu'elle a 2 noms, donc elle s'appelle Sophia Falcon et c'était marqué / machin, comme on dirait Oswald Cobb / The Penguin. Donc apparemment elle a un nom de perso dans le comics, j'imagine, parce que on sait pas ce qu'elle a fait pour l'instant pour finir à Arkham. Mais pareil, j'ai pas creusé. Mais du coup, elle est intrigante et c'est pas un personnage féminin. Je vais me spoiler en direct. Là. Non, mais me spoil pas. Non, le dis pas aux gens. Non, je dis rien. Ah non, c'est le pseudo qu'on lui donne, qu'elle le dit dans l'épisode. Ah pardon. Ouais. Autant... Ah oui, le pendu, c'est ça. Oui, le pendu, c'est ça. Donc bon, elle a l'air d'avoir un background intéressant. Je suis curieuse de le creuser. Ok, non mais c'est bon, du coup je vois qui c'est. Du coup, j'avais pas fait le lien. D'accord. Voilà. Je pense qu'un des échecs malheureusement de ce pilote, c'est le personnage de Victor, qui c'est pas tant qu'il marche pas, c'est que je m'en fous. Et il faut que son lien avec le pingouin il marche. Tu vois, même là, parce que je pense que ça va être le duo. À la fin, ils font déjà tout de suite leur truc rigolo ils boivent leur petit granité. Oui, il y a ce lien on vient du même quartier, de la même supérette, du même trottoir, littéralement du même bitume. Pour l'instant, ça marche pas trop. Je suis toujours en mode. Ce gamin est globalement kidnappé. Alors, je pense qu'il est adulte, il est censé avoir la vingtaine, mais il fait vraiment tout. Peut-être que si à un moment. Est-ce que tu serais rassuré si à un moment il lui dit écoute, tu peux rentrer chez Watt et que c'est lui qui décide de rester, tu vois? En fait, je pense que c'est ça qu'ils essayent de faire. C'est ce côté, il a de l'ambition et il veut changer. En fait, c'est un peu. Je pense que le pingouin, il se voit en lui plus jeune, tu vois, et il veut aider un gamin de son quartier à avoir une vie meilleure, surtout maintenant que le quartier est globalement inexistant. Because des inondations, mais donc je suis là, je comprends ce que ce personnage est censé être. Pour l'instant, il marche pas sur moi. C'est-à-dire que je le trouve pas. Il est un peu à côté, et je pense pas que c'est la faute de l'acteur en soi, qui est un jeune acteur qui a pas une carrière aussi longue que Colin Farrell ou même Christine Milioti, mais donc ça peut être normal qu'il brille un petit peu moins dans ce pilote. Façon, mais c'est vraiment sur bien évolué après. Tu vois, je me dis, je préfère avoir.
sais, comme des fois dans les séries, ils font un épisode dédié à un personnage. Oui, ouais. Je préfère avoir un épisode sur la daronne au pingouin que sur lui. Et je pense, lui, on va le voir plus. Donc je me dis, j'espère. Après, justement, peut-être que si on a un épisode sur lui, ça va t'aider à t'attacher à lui et du coup ça. Bah en plus je pense que c'est pour le coup c'est un duo et un arc qui peut m'intéresser, surtout si. Alors Nodus demande est-ce qu'on sait un peu dans quelle direction la série va partir dans les grandes lignes. Je sais pas trop. Moi non. Je me suis pas trop renseigné. Je préfère pas justement aussi me laisser. Mais de par juste le fait qu'on a vu et qu'on a lu pas mal d'œuvres. Je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait du coup un lien qui se développe entre le pingouin et son jeune associé et qu'à un moment ça devienne un enjeu, c'est-à-dire que soit le pingouin doit le trahir, soit l'autre il le trahit, soit il y a une opposition entre les deux, soit le pingouin va devoir peut-être se mettre en danger pour le sauver lui en mode ah putain je me suis attaché à lui, maintenant je vais devoir choisir entre la pègre et lui et je vais le sauver. Je pense qu'il y aura des tensions comme ça. J'espère, je pense pas qu'il y aura de ça, mais j'espère qu'il y aura pas de romance entre Sophia Falcon et le pingouin ou Victor Aguilar, n'importe qui. Pas de romance. Entre c'est les quoi trois Pas de romance, voilà. Pas de romance pour le personnage féminin. Perso, je lui... Juste parce que c'est trop cliché, quoi. Une psychopathe, je pense pas. Oui, déjà, elle a pas l'air super romantique, de base. Voilà, mais j'espère qu'il y aura même pas, tu vois, parce qu'on sent que le pingouin et elle, ils se connaissent, évidemment, avant qu'elle ait été internée, qu'ils ont une forme un peu de confiance, même si lui, il a peur d'elle et a raison. J'espère qu'ils vont pas esquisser, mais voilà, là, il y a cette scène de torture où le pingouin, il est tout nu, il y a absolument rien de sexuel, ne serait-ce que sous-entendu. Mais il y a quand même l'humiliation de le mettre tout nu. Bon, j'espère pas qu'il y aura la moindre romance, en tout cas du côté de la méchante. Peut-être que Victor aura un arc un petit peu romantique, pourquoi pas. Voilà, ou un petit gars, un petit zoulou. Peut-être que ça va être, je sais pas. Bon, après, on a 8 épisodes, donc on va pas pouvoir tisser 1 milliard d'intrigues. Moi, j'espère qu'ils vont. En fait, voilà, j'ai l'impression qu'ils font quelque chose qui a une recette simple mais qui est très dur à bien réussir. Il faut une tarte tatin, quoi, qui est faire un truc de mafia. C'est des codes qu'on connaît, c'est des ingrédients qu'on connaît, mais réussir vraiment le produit fini, c'est pas si facile. Sinon tout le monde ferait des très bonnes séries de mafia tous les 4 matins. Et on parlerait pas et on parlerait pas encore des Sopranos quasiment 30 ans après. J'espère qu'ils vont rester simples dans ce qu'ils veulent faire, surtout avec 8 épisodes et comme on le dit déjà, un peu de cabotinage, il y a pas mal d'écueils à surmonter. Il y a le fait que c'est adapté d'un comics, mais c'est Batman, mais il n'y a pas Batman. Je pense pas qu'il y aura Batman dans la série. Non, ils ont dit qu'il n'y aurait pas, on est d'accord, Batman. Je m'attends pas à voir Zoé Kravitz non plus débarquer, donc il faut que ça soit une œuvre qui existe en elle-même. J'attends pas de l'œuvre qu'elle me donne grave envie de voir Batman 2. Si déjà c'est une bonne saison de série, ce sera déjà pas mal. Moi je suis contente. Ce sera déjà pas mal, hein. Et puis ça m'aidera à passer outre le fait que probablement qu'il y a des acteurs qui ont la morphologie du pingouin un peu plus et qui n'ont pas eu le job, mais j'espère qu'ils auront le prochain. Et que Colin Farrell continuera à faire des films intéressants, mais sans avoir besoin de... Banshee d'Inisherin, c'était très bien. Bah oui, carrément. Ça, c'était... Mon œuvre préf de Colin Farrell, c'est Bon baiser de Bruges. Il a pas eu besoin de se grimer. C'était drôle, Bon baiser de Bruges. Il avait juste besoin d'être lui, c'est-à-dire globalement saoulé de la vie et un peu alcoolique, désolé, mais c'est vrai. Est-ce que tu as un mot de conclusion à dire, une promo à faire, non, un message à faire passer, promo, une Clio à vendre, un chat adopté. La promo, si, du coup, Shitlist a repris il y a 2 semaines. La semaine dernière. C'est un podcast. Donc c'est un podcast qui parle de cinéma. Ça a repris à la rentrée. Il y a eu un épisode sur Hook. Et ce soir, là, au moment où je vous parle, il y a un autre enregistrement sur Shrek. Donc, que j'aime plus que Hook. Que je Hook, ça me met mal à l'aise. Je ne serai pas dans l'épisode de Shrek car je suis actuellement ici avec vous. C'est vrai. Mais je serai là pour l'épisode la semaine prochaine qui sera sur Sin City. Oh, alors en vrai, je l'ai pas revu depuis, mais plaisir. J'étais tellement fan au lycée, j'étais en option cinéma. Et il fallait faire genre de fiches de lecture sur des films. Et j'avais fait un truc sur Sin City en mode ça révolutionne le cinéma. C'est en noir et blanc, mais des fois il y a des couleurs. Vous vous rendez compte? J'étais vraiment top de ma vie. Alors, dis-toi, anecdote que je vais du coup répéter dans le podcast la semaine prochaine, mais que chez mes parents, grosse exclue de ma vie. Chez mes parents, je ne touche plus Momo. Je n'avais pas envie de me faire manger par Momo. Voilà.
que chez mes parents, quand le film est sorti, j'ai fait mon premier voyage en Angleterre peu de temps après et que j'ai acheté un poster immense de Jessica Alba en cowgirl. Je veux dire, il y a Clive Owen dans le film. Écoute, c'est peut-être Disons le moment. Moi, à l'adolescence. C'est peut-être le moment où j'aurais dû me poser des questions. Peut-être. Je me suis pas posé de questions à l'époque. Aujourd'hui, les questions se posent moins. Mais donc, j'ai toujours ce poster chez mes parents. Oh, wow. de derrière ma porte de Jessica Alba en cowgirl. Voilà. En même temps, c'est une scène qui m'a beaucoup éveillé de choses. Le Jessica Alba qui fait sa lap dance avec son lasso, là, j'étais en mode bonjour madame. Après Clive Owen, j'étais là, bonjour. Et après les prostituées en tout punk BDSM et tout, j'étais là. Rosario Dawson et la totale, Bref, Sin City, un chef-d'œuvre dont Vesper vous parle dans Shitlist. Ouais, la semaine prochaine. La semaine prochaine, de mon côté, déjà, je vous donne rendez-vous en replay si vous voulez écouter ou réécouter cet épisode. C'est comme d'habitude en direct le soir même sur Patreon et 3 jours après en public. Donc on est lundi, ce sera vendredi que vous pourrez retrouver cet épisode en public. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de The Penguin épisode 2. Alors attends, la semaine prochaine on a dit on fait ça mercredi, je sais plus. Je crois, oui, parce que des fois on a des jours qui sautent à cause de tout à fait. Ça, mercredi 2 octobre à la même heure, on vous parlera de The Penguin épisode 2 et moi, j'ai beaucoup de rendez-vous à vous donner car demain soir, on fait du coup Lost. On fait le premier débrief de Lost, souvent promis, enfin réel, avec Charlie d'Angers pour vous parler de Lost saison 1. Comme ce soir, on fera une partie sans spoiler, donc si jamais, pareil, vous êtes là, est-ce que je commence Lost ? Oui, ça fait des années qu'on en parle, et aussi, enfin ça fait des années que je vous le dis, et aussi, là, on vous donnera un avis un peu néophyte pour Charlie, un peu plus experte, voire fangirl pour moi, de Lost saison 1. Et mercredi, double rendez-vous, car à midi, je serai sur la chaîne de Samuel Etienne pour sa nouvelle émission MVP, ma vie pro, où on va parler de vie professionnelle et où j'ai concocté une petite chronique pas piquée des hannetons. Et le soir, mercredi soir, il y a un live chez Fibre Tigre où on va parler de bouquins. Il est possible que si vous, sur ce live, vous me voyez passer une tête pour annoncer un projet plutôt cool. Voilà, je dis juste ça, mercredi soir, sur la chaîne de Fibre Tigre, soyez là. Et Delphine me dit Mimi, est-ce que tu vas reprendre les book clubs ? Sans pression, t'inquiète, j'ai juste pas compris la fin du dernier livre. J'adore cette énergie. Alors le dernier livre, c'était Revival de Stephen King qu'on n'a pas encore malheureusement pu chroniquer avec Kalindi pour des raisons de planning et d'été, voilà, tout simplement. Et Kalindi est très occupée à peut-être écrire un nouveau roman. Oh là là, on ne sait pas. Incroyable cet arc de Kalindi quand même. C'est l'autrice qu'elle a toujours été et qu'on savait qu'elle deviendrait. Donc je vous recommande évidemment Les Jours Mauves, son premier roman déjà disponible. On va reprendre les book clubs en octobre au plus tard, début octobre au plus tard, pas tout de suite avec Revival parce que, surprise, il y aura bientôt une annonce parce que ça va être un petit peu spécial mais ça va être très cool. Et sachez que j'ai fini aujourd'hui le livre dont on parlera dans le prochain book club et j'ai trop kiffé, donc hâte de vous en parler. Mais Delphine, si jamais tu veux, tu peux m'envoyer un DM et on peut parler de la fin de Revival ensemble avant, parce que ce book club n'est juste qu'une excuse pour parler des livres qui m'obsèdent et que personne d'autre dans ma vie lit. Donc je suis là, je vais obliger les gens. En fait, tu forces les gens à lire du Stephen King pour ton plaisir. Oui. C'est pour ça que j'ai une chaîne Twitch, c'est pour forcer les gens à consommer ce que j'aime bien et après j'ai des gens à qui en parler. Tout simplement. Est-ce qu'il faut qu'on lise le nouveau livre pour début octobre ? Oui, Still Marty, mais je pense... on vous en parle bientôt. Ce sera un format un peu différent, mais il faudra quand même lire un livre, mais ce sera moins exigeant en termes de... Il faut l'avoir fini le jour J, on ira peut-être un peu moins dans les détails. Bref, je vous dis tout ça très vite. Momo, tu peux te... Merci. Allez. On se donne rendez-vous du coup demain pour parler de Lost, la semaine prochaine en podcast, dans Shitlist avec Vesper qui vous parlera de Sin City. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. RDV, bien sûr, la semaine prochaine. À toi. Merci à toi d'être venu. RDV la semaine prochaine pour The Penguin, épisode 2. Des bisous.